coup, réact à la nouvelle vidéo de Feldup sur le Findings numéro 104 qui est la suite en fait du 103. Mais le 103 était une vidéo très intéressante, mais très très compliquée, vraiment. Elle a duré presque une heure, je crois, c'était 58 minutes. Et ça parlait plein de fin d'un sujet, plein de radios, plein de thématiques, plein de points qui sentent la radio, qui sont assez compliqués à comprendre, tu vois. Et elle était très intéressante, mais j'ai du mal à suivre. Là, je sais que cette vidéo va être beaucoup plus intéressante parce qu'il va parler, là, dans cette vidéo, de choses qui sont un peu dark, étranges dans le monde de la radio. Groupe de musique. Le On va Dub, c'est un passer des à meilleurs Paris, youtubeurs Marseille, français, tu vois. Montpellier, Château-Renard, On Lorient a au vraiment de la chance festival d'avoir des un mec comme ça. Indisciplinés, Saint-Etienne, En Limoges, France, c'est le Toulouse, seul qui fait Laval, ça Toulon. d'ailleurs. D'autres dates arriveront, donc suivez-nous C'est sur le les numéro un, réseaux. c'est le On vous GOAT. attend fortement à Paris, au Et Trabendo, au Fil, à Saint-Etienne c'est et beaucoup au de Bikini travail, à beaucoup Toulouse. d'heures Il de y a travail, de beaucoup de recherche, places, de ce serait fou de faire montage, complet de... comme avec la première partie de la tournée. Tous les liens sont dans le Linktree dans la description, ça n'impactera pas la quantité de vidéos cette année. Hâte de vous voir. C'est fait le Dub. C'est vraiment des meilleurs. En plus, c'est une personne cool et tout, genre, vraiment, c'est... Comme vous avez pu le comprendre avec le précédent Findings, l'univers de la radio m'a toujours fasciné. Ce devait être de banger. transporter des informations à des milliers de kilomètres uniquement avec des ondes, l'univers des stations radio et leurs émissions, et le fait que la radio est profondément facile à capter pour n'importe qui. Les radios Tout qui ça, pour moi, réverbent sur c'est l'atmosphère, c'est comme et ça que ça se représente un transmet terrain sur toute la fertile à Terre la et tout, c'est un création de bordel. mystère, d'horreur et de bizarrerie. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé en détail des stations de nombre, des stations radio en ondes courtes émettant des codes chiffrés étranges et indécodables qui appartiendraient à des instances gouvernementales et militaires top secrètes. On a notamment parlé en long et en large de UVB 76, la station de nombre la plus connue, une station russe qui, depuis les années 70, n'a jamais cessé d'émettre un même son de buzzer constant, entrecoupé par d'occasionnels messages audio. Cette vidéo était en réalité un prétexte, un moyen de donner une introduction à l'univers de la radio, car en réalité les recherches sur UVB 76 m'ont ouvert à des dizaines d'autres sujets incroyables. Certains que je connaissais depuis très longtemps et qui ont été déterrés de ma mémoire, à mon, et certainement votre, plus grand plaisir. J'ai acheté un Seb, je sais plus quoi là. Bienvenue dans l'univers des anomalies de diffusion, faut que je m'en achète un, mais super cher, et dans l'univers sombre de la radio. Donc le outil à 100 balles il fait le taf, mais bon. Là c'est pas la même qualité, hein, parce que t'as une Go XLR justement. Et une table XLR. Mais c'est le top quoi. Ma cam c'est pas de la grosse cam et tout, tu vois. 80p je crois c'est même pas du 60 fps. Dans cette vidéo, nous allons parler des plus grands mystères de la radio, ceux qui fascinent les internautes et radio-écouteurs depuis des dizaines d'années. L'objectif est de mettre tout le monde à la page pour pouvoir dans de futures éditions parler d'anomalies radiophoniques plus niches que des amateurs de la radio me partageront, que ce soit par mail ou sur les réseaux sociaux. Regarder la précédente vidéo n'est pas forcément nécessaire pour comprendre celle-ci. Ce précédent Findings était assez technique et pour certains, ça pouvait être difficile de rentrer dedans. Néanmoins, je vous conseille quand même de le regarder, car sinon, quelques détails ici et là dans cette vidéo pourront vous être difficiles à comprendre ou être des notions qui vous sont un peu étrangères. Néanmoins, celle-ci a été faite pour être appréciée par n'importe qui, peu importe votre niveau de connaissance du sujet. Il s'agit d'une sélection d'histoires incroyables parmi mes préférées que j'ai pu raconter depuis longtemps dans Findings. Pour un mec qui s'y connaît, je pense, un ancien, qui a 50 piges genre. Premièrement, les étrangetés de la radio, les histoires liées à des captations et stations radio étranges et anomaliques. Deuxièmement, les imprévus et incidents de la radio, des catastrophes qui se sont passées en direct et qui sont encore aujourd'hui mystérieuses. Et enfin, nous parlerons de piratage radio. Incroyable, que des sujets de ouf. Pour vous raconter une histoire que je connais depuis très longtemps et qui contient un de mes audios terrifiants préférés. J'espère que cette vidéo vous plaira, c'est rare qu'un sujet me fascine autant et pendant autant de temps, et j'espère que je pourrai vous partager adéquatement cette fascination. Je préface avant tout une chose, j'ai été surpris du peu d'histoires qu'on pouvait trouver en ligne. Il semblerait que l'univers sombre de la radio est soit pas très archivé, soit les anomalies sont exceptionnellement rares, et ce pour des raisons qu'on traitera vers la toute fin, en conclusion. C'est pas... Bah, logique, non? Il n'y a pas d'enregistrement. Les étrangetés de la radio existent surtout dans des anecdotes écrites plus que dans des enregistrements concrets. Que ce soit des gens faisant de la radio amateur, écoutant attentivement des discussions qui se mettent à dérailler dans des sujets interdits et bizarres, ou alors des légendes urbaines autour de personnes bizarres qui se baladeraient sur les fréquences radio amateurs, ou alors que ce soit des anecdotes de gens allumant leur radio sur une station inconnue diffusant quelque chose de terrifiant. We're just in the car, normal day, and then we hear this on the radio.
ou même encore des gens travaillant dans la radio, parlant de présences bizarres dans les locaux après un décès. La radio vit à travers les légendes urbaines et les cris, mais souvent assez peu d'enregistrements existent. J'avais réglé ma radio autour de 4 MHz tard le soir, et j'ai entendu une voix douce à la Mr. Roger qui disait des trucs comme « Daniel, tu m'entends? Il y a des gens qui veulent parler avec toi, Daniel. Tu dois nous dire où tu es. Nous sommes là pour t'aider. » Il continuait d'appeler le nom de Daniel, mais il n'y avait aucune réponse, pas d'indicatif, d'identifiant de station, Imagine de la dinguerie, nom gros. ou autre. Juste, Daniel, tu m'entends? à un moment, on pouvait entendre quelqu'un pleurer en fond. C'était très troublant. J'ai entendu un gars faire un appel de détresse juste avant que son avion se crache en 2006. No Mes enfants jouaient à way. cache-cache avec des jouets talkie-walkie dans une zone très rurale. Un de mes fils fait irruption par la porte arrière et dit que quelqu'un leur parle sur leur radio. J'écoute. Un mec inconnu parlait avec mes enfants. Il leur posait des questions et jouait à leur jeu. J'ai dit dans le talkie-walkie « Qui c'est? Tu habites où ?» Il est parti. Je sais que c'est des fréquences très communes, mais leur jouet ne captait que des distances allant à 2-3 centaines de mètres maximum. Je n'ai jamais su qui c'était. Ces anecdotes sont toutes intéressantes, et on peut trouver bien pire en cherchant bien. Mais le problème, c'est que ces anomalies ne sont jamais enregistrées, souvent parce qu'elles Creepy de arrivent ouf, beaucoup en trop vrai. rapidement pour être Putain. vraiment captées et enregistrées, ou alors tout simplement Tu vois parce que qu'il y a c'est des grave lois dangereux, en place ouais. qui empêchent d'enregistrer notamment les bandes radio amateurs, et que tout le monde n'a pas Ouais. forcément ce réflexe d'enregistrer les choses La radio. bizarres qui leur arrivent, surtout quand ça arrive rapidement. Néanmoins, j'ai quand même réussi à vous trouver quelques petits cas intéressants qui ont C'est plutôt bien presque été archivés. impossible, en vrai. Les deux premières histoires que je vais raconter dans cette vidéo sont des petites histoires un peu pour se chauffer. Elles sont plus simples et moins impressionnantes que les prochaines que je vais raconter. Celle-ci va vous permettre de vous acclimater à ce que moi personnellement, j'appelle des anomalies radiophoniques. Le 19 mars 2017, un individu du nom de Sammy Heron poste une vidéo sur Facebook très simple. Buenas noches, raza. Estamos en una calle, donde se supone una persona falleció. Il est dans sa voiture, immobile au milieu de l'Avenida del Paraíso, à San Nicolás de los Garza, une banlieue de la ville de Monterrey au Mexique, dans l'état de Nuevo León, et il explique que quelqu'un est mort à l'intersection en face de lui 3 ans auparavant, et que juste à côté de l'emplacement de sa mort, on peut trouver une croix. De hecho, está la cruz por ahí donde la persona murió. ¿Por qué razón? No se sabe. Il explique ensuite que si vous vous mettez sur la fréquence radio 690 kHz AM, et que vous passez près de la croix à l'intersection entre l'avenue et la rue Jacintos, vous pourrez entendre votre radio se distordre pour laisser place à un son de sirène d'ambulance distordue. Si escuchan la radio, la estación está en la 690 de AM. La estación no se ha cambiado, es la misma estación. Ahí vamos. Por allá está la cruz. Dale lento, más lento, más lento. Oh, Ahí está la cruz. Dale, dale. Ok, c'est en effet troublant. On voit bien sur la vidéo que Sammy est sur le mode radio, il ne change pas de fréquence, il n'a pas l'air d'être en mode auxiliaire, les interférences sont assez réalistes, ça paraît crédible, peut-être trucable, mais crédible. La vidéo va devenir virale assez rapidement. Le post Facebook de Sammy va attirer l'attention de tonnes d'internautes, et si aujourd'hui il est totalement impossible de trouver le post car Sammy a supprimé ses réseaux, on peut trouver dans certaines vidéos mexicaines de l'époque des screenshots montrant qu'en moins de 6 jours, elle avait déjà fait plus de 2 millions de vues. La presse s'est assez rapidement emparée de l'affaire, et la vidéo va beaucoup tourner. C'est à ce moment-là qu'a commencé la légende de l'ambulance fantôme de Monterrey. Donc dans un premier temps, l'histoire du décès 3 ans auparavant, c'est vrai. Il s'agissait d'un homme d'environ 30 ans qui n'était pas connu des locaux. Il aurait été retrouvé à cette intersection, exécuté à bout portant de plusieurs balles dans le torse et laissé dos contre le sol, les bras et jambes tendus dans la forme d'une croix. J'ai trouvé 2 sources qui l'affirmaient, mais je ne sais pas si c'est vrai. Il aurait été frappé et éjecté d'un camion pick-up avant la fusillade. La police est arrivée 10 minutes plus tard sans pouvoir attraper les tireurs. D'autres informations que j'ai pu trouver sont plus difficiles à prouver, notamment le fait que cet homme s'appellerait Jorge Luis Espinoza Martinez, qu'il aurait été serveur et qu'il aurait été vu pour la dernière fois à Guadalupe, une banlieue pas très loin, quelques temps avant de mourir à cette intersection. L'histoire par contre est bien vraie, il y a vraiment eu un mort à cet endroit-là. La coïncidence est clairement troublante en fait, surtout quand des gens ont commencé à essayer le truc de la radio et que pour eux ça marchait aussi. Des tonnes de gens vont essayer de reproduire le phénomène encore et encore, et de toutes les sources que j'ai pu voir, il y a bel et bien eu un moment où cet endroit-là, cette intersection, sur la fréquence 690 AM, causait ces interférences bizarres.
Samy lui-même aurait réessayé en live plus tard sur Facebook et ça aurait donné ce résultat bizarre avec un son presque déformé. C'est un peu à ce moment-là que les choses ont commencé un peu à partir en vrille. Il y a des rumeurs qui vont commencer à se balader, des histoires fausses autour de Jorge Martinez sur sa manière de mourir qui inclurait une ambulance alors qu'en réalité pas vraiment. Le truc est allé assez loin, il y a des youtubeurs mexicains qui en ont parlé et c'est devenu une situation telle que des youtubeurs se rendant sur la scène rencontraient régulièrement une petite troupe de gens enquêtant sur l'étrange situation. Il y a également des fleurs qui ont été assez rapidement déposées à côté de la croix sur la scène. Bon, c'est assez difficile de choper des informations sur les médias locaux mexicains quand on parle pas la langue, mais visiblement la famille de la victime n'a pas l'air d'avoir kiffé. Et il y a des gens qui ont commencé à mettre des petits messages autour de la croix pour dire aux gens d'arrêter de faire n'importe quoi autour de cet endroit. Au cours du temps, la croix en question a été enlevée et on peut notamment le voir sur Google Street View quand on change la date des prises de vue. Mais figurez-vous que ça va un peu plus loin. Au cours du temps, cette histoire, comme c'est souvent le cas sur internet, est revenue lentement par vagues, à chaque fois un peu plus déformée, sur des nouvelles plateformes pour parler aux gens plus jeunes qui l'avaient manqué. C'est notamment revenu en 2019 et depuis ça revient par petites vagues. Chose qui est intéressante, c'est que les gens qui essayent maintenant de capter donc l'ambulance fantôme n'y arrivent plus. Et bizarrement ça coïncide un peu avec le moment où la croix a été enlevée. Bizarre. Bon, évidemment il y a des explications à ça. Et ce depuis quelques jours seulement après la première vidéo sur le sujet. D'abord, première chose intéressante, il n'y a pas qu'une seule fréquence qui fonctionnait pour le truc de l'ambulance. Il y avait bel et bien 690 kHz, mais il y avait également 1480 kHz, et apparemment plusieurs autres fréquences AM, selon la chaîne salvadorienne Gabe H, qui a fait un remarquable taf d'enquête sur le sujet. Le truc, c'est que les fréquences 690 et 1480 kHz sont tenues respectivement par les stations XERG AM et XETKR AM. Toutes ces stations radio appartiennent à Multimedios Radio et émettent toutes dans l'état de Nuevo León à Monterrey. Donc il y a peut-être une possibilité que des émetteurs déconnaient chez Multimedios Radio. Qui plus est, les enquêteurs se sont rendus compte que la radio ne se distordait pas près de la croix. En réalité, le lieu d'interférence est situé à plusieurs mètres plus loin, et c'est précisément à cet endroit qu'apparemment un gars a remarqué un surplus d'ondes électromagnétiques émises près d'une barrière plus loin, précisément à côté de lignes haute tension. Visiblement, du coup, ce son est une coïncidence. Une coïncidence grande qui arrive presque 3 ans pile après un décès au même endroit, presque à la date anniversaire. Mais il semblerait du coup que ce soit un phénomène explicable que l'on appelle une intermodulation de fréquence. Mais quand même... C'est fou. Moi, c'est fou. Ça fait flipper en vrai. La coïncidence, c'est particulière, quoi. C'est le cas de plusieurs de ces petites étrangetés. Des stations qui apparaissent brièvement, des distorsions inexplicables, qui sont souvent débunkées rapidement, mais qui ont quand même cette première impression assez folle. Un exemple assez connu, qui a pas mal tourné à une époque sur YouTube, c'est le cas du Crying Radio Man. C'était il y a 4 ans. Et pour vous raconter l'anecdote brièvement, un utilisateur que je vais anonymiser et appeler Marc, car il a supprimé tous ses réseaux, a réalisé une série de TikTok racontant un truc bizarre qui s'était passé quand il écoutait la radio. Il s'était mis sur la fréquence 89,9 FM par hasard, alors qu'il était juste ici. L'endroit est assez facile à retrouver sur Google Street View. C'est à côté de Elka Park, dans l'état de New York, aux États-Unis. C'est juste à côté de cette église, à côté de laquelle il y a ce cimetière, qui est la principale raison pour laquelle les gens vont à cette église. Les TikTok de Marc ne sont aujourd'hui plus disponibles pour la plupart, donc je vais me baser en partie sur des extraits que j'ai trouvés dans une vidéo de Goose Booze, le mec qui a popularisé le sujet en premier, qui contient des passages de TikTok qui aujourd'hui sont des lost media, donc je n'ai que cette source-là. Le TikTok de Marc commence dans la précipitation. Sa radio est sur la fréquence 89,9 MHz en mode FM et voici ce qu'il entend. Guys, I'm listening to my radio right now. And for the past 2 minutes, this man has been breathing and crying. He sounds like he's in a bathroom. But this is coming through my fucking radio. Marc parle beaucoup sur l'enregistrement, probablement à cause de la confusion et la panique que peut causer une telle découverte. L'enregistrement d'un homme pleurant, en détresse, sans le moindre contexte. Marc écoutait la radio en répondant à des questions sur un live TikTok qui est aujourd'hui perdu, et quand la transmission étrange a commencé, celui-ci a très vite coupé le live et a enregistré dans la hâte, expliquant donc peut-être son côté un peu affolé. It's just a dude crying. For 4 minutes? Encore plus perturbant, au bout de quelques temps à enregistrer cet homme qui pleure, Marc arrive à enregistrer ça. What is this? What the fuck? C'est un troll, non? Un changement brutal,
vers une musique étrange. Dans une deuxième partie du TikTok, on obtient plus d'enregistrements encore. Toujours la même voix, pleurant encore plusieurs minutes après, à la radio. Guys? This is coming through my radio. How do I send help? What is... Il a pas l'air d'être affolé, tu vois, plus que ça. On voit bien que la voiture est en mode radio et sur la fréquence, donc ce n'est pas un fake. Évidemment, avec ce postulat, c'est logique que les gens se posent des questions. Et naturellement, il va y avoir beaucoup de théories sur le sujet très rapidement. D'abord, les gens vont se dire que Mark devait probablement mentir, ou alors créer un fake pour démarrer un ARG ou créer un phénomène viral. C'est largement possible d'obtenir un émetteur FM à très basse puissance qui peut se brancher sur les allumes-cigares de voiture et émettre sur une fréquence FM parfaitement légalement car la puissance ne permet pas d'émettre sur un rayon suffisant pour interférer avec d'autres stations. C'était utilisé à une époque pour diffuser sa propre musique dans sa voiture, à une époque où parfois il n'y avait pas la fonction aux et juste la fonction radio. Ainsi on émet juste l'audio sur la fréquence FM et la radio la capte. Donc en utilisant ce système, Mark aurait vraiment pu mentir et créer un fake efficace. Or visiblement ça n'a pas l'air d'être le cas. Déjà il va préciser régulièrement dans plusieurs TikTok que ce n'était pas un ARG, son compte ne tournait vraiment pas autour de ce genre de sujet et la suppression de ses réseaux semble indiquer que c'était clairement pas un coup de pub pour quelque chose d'autre. Et même en général ça ne ressemble pas aux hoax habituels sur internet. Du coup même si on peut pas prouver à 100%, on va donner le bénéfice du doute. On peut donc se pencher sur le deuxième élément qui a fait tiquer les gens, la fréquence 89,9 FM. C'est une fréquence qui a de l'histoire, et je vais notamment en parler à la toute fin de la vidéo. Mais en gros, il y a une énorme légende urbaine autour de cette fréquence, et plus généralement de la station WKCR FM, une station qui appartient à l'université de Columbia, et qui est une des radios les plus historiques et importantes de l'histoire. Elle est connue pour ses programmations de jazz et hip-hop de qualité, et aussi pour son côté un peu expérimental bizarre. C'est par exemple une des premières radios universitaires à avoir adopté le format FM. Et bien en 1995, cette station aurait été piratée, et on va en parler à la toute fin de la vidéo de ce piratage parce qu'il est particulièrement marquant. Le fait d'avoir une diffusion aussi étrange sur cette fréquence semblait pour beaucoup indiquer une chose, WKCR FM a été hacké pour la deuxième fois de son histoire. Sauf qu'évidemment c'est pas si simple. Elka Park c'est dans l'état de New York, et WKCR est une station new-yorkaise, certes. Mais les États-Unis c'est grand, c'est effroyablement grand, et même si t'es dans le même état et que cet état est un des plus petits, tu peux quand même être à 2 heures de route, soit quasiment 200 km. WKCR n'aimait pas aussi loin, et dans un mail envoyé à Mark quelques temps après les premiers TikTok, la direction de la station va affirmer qu'en effet, WKCR FM n'aimait pas jusqu'à Elka Park. Donc cette station est en fait une station pirate. On sait que ce n'est pas la station qui utilise habituellement cette fréquence, et dans le coin où se situait Mark, aucune station n'utilise cette fréquence. Les théories vont s'intensifier du coup. C'est une station pirate, donc quelqu'un qui agit probablement seul, avec un émetteur non autorisé et qui diffuse un audio de personnes qui chialent, et ce pendant une période étendue dans le temps. Les gens ont vraiment pensé que c'était quelqu'un qui pouvait être en danger, qu'on avait en face l'équivalent radiophonique d'une Red Room, un enregistrement en direct d'une personne qui se ferait torturer. Ça a vraiment existé ça, les Red Rooms, genre? Comme on peut voir dans les films, les lives et tout, genre tuer quelqu'un, je sais pas quoi. La raison pour laquelle je vais pas passer plus de temps que ça sur ce sujet, c'est pour 2 raisons qui sont profondément contradictoires. Le mystère est impossible à résoudre aujourd'hui et il est déjà résolu. On peut pas vraiment faire plus contradictoire. Alors, le mystère a pris fin quelques heures seulement après la sortie de la vidéo de Goosebooze qui couvrait le sujet. D'abord, la musique flippante a été identifiée. Il s'agit de Taxonomist de Larry Guss, c'est un morceau de électro expérimental, et du coup son côté un peu décousu et un peu se répétant, c'est complètement voulu. Les gens ont donc par la suite recherché des films qui utilisaient ce morceau, et ils en ont trouvé un du nom de Suntan, un film grec datant de 2016, réalisé par Argyris Papadimotropoulos. Et il est horrible, voilà. J'ai pas regardé le film en entier, il avait l'air un peu intéressant jusqu'à ce que j'arrive à la fin, soit l'origine du son qu'on a pu entendre dans l'enregistrement original de Mark. Et cette fin, c'est une scène de où le personnage principal drogue une femme, l'amène dans son cabinet de médecin pour l'agresser sexuellement, et il se met à pleurer juste avant de procéder. Et c'est très long et pas agréable à regarder du tout, et je sais pas, je trouve ça de mauvais goût. L'origine du son du Crying Radio Man a donc été très vite expliquée. Ça a permis d'expliquer qu'il n'y avait donc pas de personnes réellement séquestrées. Ça a aussi permis d'expliquer le morceau de musique, qui est tout simplement la musique des crédits du film. Donc du coup, le mystère est résolu. Sauf qu'en vrai, pas tout à fait.
Qui a diffusé ça? Beaucoup de gens pensent que c'est WKCR-FM, malgré le fait qu'ils nient toute implication. En effet, leur programmation a toujours été chelou, ils ont déjà diffusé des clips audio provenant de films dans le passé, et leur grille de programme expérimental aurait vraiment permis une telle diffusion. Mais comme dit précédemment, ils n'émettent pas à Elka Park, et ça m'étonnerait que les conditions météorologiques et atmosphériques aient été suffisantes pour qu'un signal FM parcourt autant de distance. Mais alors du coup, si c'est une radio pirate, la question de qui a émis ce signal, pour quelle raison, ça restera toujours un mystère. À jamais. Si les radios pirates ne sont pas débusquées au plus vite, ils peuvent facilement c'est une radio sortir pirate, ça indemnes. C'est Et stylé, le hein. mystère du Crying Radio Man restera en ce sens toujours irrésolu. Et ce que je trouve fou, c'est que des trucs comme ça, il doit s'en passer très probablement régulièrement. Et on n'en entendra jamais parler, parce qu'il faut avoir le réflexe de l'enregistrer. Ce qui n'est pas forcément la chose qui vient toujours à l'esprit des gens. Mais soyons d'accord, les deux mystères que je vous ai présentés actuellement sont intéressants, mais quand même un peu superficiels. Ils sont souvent déjoués rapidement, laissent peu d'opportunités de s'étendre, c'est des petites étrangetés cachées ici et là. Mais lorsqu'on cherche suffisamment, on tombe sur des histoires incroyables. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la théorie des cosmonautes perdus? What the fuck? Comment ça, mec? Ils sont souvent déjoués rapidement, laissent peu d'opportunités de s'étendre, c'est des petites étrangetés cachées ici et là. Mais Je vais lorsqu'on commencer, cherche moi. suffisamment, on tombe sur des histoires incroyables. Est-ce que vous avez déjà entendu parler 37. de la théorie des cosmonautes perdus? C'est vraiment la deuxième partie la plus intéressante. La première est... La guerre froide, c'est une période très très particulière de l'histoire, vous vous en doutez. Ouais. C'est également une période teintée par le secret et le confidentiel. Dans Franchement, les ceux années qui ont 50, connu la les tensions guerre... entre gros, l'URSS et les États-Unis étaient très très élevées, et une des parties de ces tensions était concrètement une guerre d'image. La guerre était en partie idéologique, et pour porter ses idées, il fallait donner l'image à l'autre camp que son parti était le plus développé, notamment Tu en termes vois de ça, mais en vrai, technologie, genre, les car trucs toute qui avancée explosent. majeure technologique pouvait signifier un plus grand niveau militaire. Donc d'abord les avancées se sont faites dans le domaine militaire directement, avec des missiles, et quand à peu près tout le monde a commencé à avoir des gros missiles, il s'est passé un truc inattendu. Le 4 octobre 1957, l'URSS arrive pour la première fois de l'humanité à mettre un satellite artificiel en orbite autour de la Terre. Sputnik 1 est le nom de ce satellite et il a terrorisé les États-Unis et causé ce qu'on appelle la crise du Sputnik. Une surprise quant à l'avancée inattendue de la Russie et une peur de leur supériorité technologique, donc militaire, et la peur de l'amélioration de leur arsenal Les nucléaire. Russes, je pense que c'est Quelques ceux temps qui après font le plus Sputnik peur, 1, c'est il une y a guerre, eu en vrai. Sputnik 2, bravo. Il s'agit pareil d'un autre satellite qui cette fois-ci avait à son bord Laika, le premier animal mammifère à être allé dans l'espace. Puis les années vont passer et la Russie va mettre une vitesse aux Il États-Unis, est mort. donnant cette impression de ne jamais rater jusqu'à ce qu'en 1961, Yuri Gagarin à bord de Vostok 1 soit le premier homme à aller dans l'espace. Les US à côté ont paniqué et commencé à dépenser des tonnes de thunes pour arriver à rattraper la Russie. Ils ont créé la NASA, essayé tant bien que mal d'être les premiers à faire des nouveaux trucs. Mais la Russie les a devancés et semblait quasiment ne jamais rater quoi que ce soit, alors que les US avaient plusieurs échecs médiatisés rendus publics. Alors, pourquoi les Russes semblaient aussi bons et ne jamais rater? Bah en vrai, ils ont raté. Ils ont fait pas mal des échecs. Juste pour eux, c'était secret. Leur différence avec les US, c'est qu'ils n'annonçaient pas les décollages à l'avance. Et ils ne parlaient que de leur réussite. Aussi, en général, ils essaient de passer sous silence des questions un peu moyennes d'éthique. Par exemple, Laika, le premier chien en orbite autour de la Terre dont j'ai parlé tout à l'heure, le satellite dans lequel Laika était n'était pas conçu pour revenir sur Terre. Depuis le début de la mission, tout le monde s'était mis d'accord pour que le chien crève en orbite, ce qui a posé beaucoup de questions éthiques après l'événement. Imaginez la panique du chien, en haut, incapable de comprendre ce qui lui arrive, après des mois de tests qui ont détruit sa santé, juste pour qu'elle supporte le décollage. Laika devait tenir quelques jours dans l'espace avant de manger de la nourriture empoisonnée pour mourir sans danger. Et c'est ce que la presse russe a transmis, donnant des nouvelles régulières sur la santé du chien. Sauf qu'en réalité, Laika avait perdu la vie seulement quelques heures après le décollage, à cause de la température de la cabine, qui avait monté exponentiellement. Le secret dans lequel le programme spatial soviétique opérait a amené à une spéculation. S'ils ne parlent jamais de leurs échecs, J'aime s'ils pas sont les capables tests de comme ça faits sacrifier sur une les vie, animaux, certes d'un animal, ça n'a mais pas une vie quand d'intérêt, même, quoi. pour arriver à leur fin, quel genre d'accident ont-ils pu cacher du grand public? Voilà. Ouais, c'est Achille bien et plus Guillaume sombre du coup. Battista Ouais. Rudica Cordiglia sont deux frères italiens. En 1949, lorsque le premier avait 16 ans et l'autre 10, ils ont commencé une fascination pour la radio et deviendront radio-amateurs, en utilisant du matériel radio de surplus vendu à prix réduit par J'ai l'armée même pas mis de américaine. sucre. Ils vont avec ça créer leur premier matériel radio afin de converser avec d'autres radioamateurs dans le monde. Un truc que je vous ai pas dit à propos de Sputnik 1, le premier satellite à être mis en orbite, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur.
2 émetteurs radio. Ces émetteurs radio étaient réglés sur les fréquences 20 et 40 MHz. Et ces fréquences ont été transmises publiquement. En 1957, les frères Rudica Cordiglia arrivent à capter la transmission du satellite, tout comme de très nombreux autres radioamateurs dans le monde. Tout ça nous donne ce réel enregistrement qui a bel et bien été fait par les frères en 1957. En écoutant ce signal d'un satellite 100 km au-dessus de leur tête, une pensée leur viendra à l'esprit. Et si on essayait de capter d'autres communications spatiales ? Au cours du temps, les frères Rudica Cordiglia vont créer une station de réception radio qu'ils vont appeler Torre Berthe. D'abord dans un ancien bunker allemand de la Seconde Guerre mondiale, près de la ville de Turin en Italie, puis ils finiront par s'installer, selon un article de 1965, dans une vieille maison de convalescence rachetée par leur père, d'où vient d'ailleurs le nom Torre Berthe. Torre pour tour en italien, et Berthe pour Villa Berta la Zona, l'ancien nom de la maison de convalescence. Ils vont, avec beaucoup d'ingéniosité, créer un centre de réception radio incroyable avec un budget pitoyable. Ils ont par exemple créé une antenne à parabole qui pouvait suivre des objets se déplaçant dans le ciel avec des tuyaux, un volant de voiture, des roulements de camions et des grillages de poules. C'est des mecs très très passionnés et intelligents. Ouais, Ils ont créé à eux seuls, avec très peu de moyens, une station de réception radio qui pouvait rivaliser avec certains matériels militaires. Avec le temps, leur objectif va être clair, capter les émissions radio des satellites russes, étant donné que la Russie était très proche d'eux et que l'Italie se situait dans l'axe orbital russe. Ils étaient motivés par le secret du gouvernement russe et leur théorie selon laquelle ils ne disaient pas tout à propos de leur mission spatiale, qui se serait résolue en échec. Faut que j'arrive 2 secondes. I'm here. Ils s'attendaient pas à grand chose, mais cette atmosphère de secret les a fascinés. À l'aide de leur sœur Maria Teresa, qui apprenait le russe pour déchiffrer les messages, et le réseau Zeus, un réseau qu'ils ont formé avec d'autres amateurs d'observateurs radio de l'espace, communiquant sur les ondes courtes, ils vont se mettre à épier la moindre activité spatiale russe, et ce qu'ils vont trouver est complètement incroyable, mais également très controversé. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la Torre Berthe, telle que les frères Rudica Cordiglia la racontent, et après je vous donnerai la réaction du reste du monde à ces informations. Vas-y. Moi je trouve ça incroyable des mecs qui font ça. Au début de leur activité d'écoute, ils ont réussi à enregistrer plusieurs satellites vraiment importants. Des passionnés. Ça a été la clé de l'expansion de leur matériel et de leur technique vraiment, de je suis toujours traquage. passionnant, tu vois. Ils ont, comme je vous l'ai dit plus tôt, enregistré l'émission radio de Sputnik 1, mais ils ont fait des trucs un peu plus fous, car ils ont également enregistré l'émission radio du moniteur cardiaque de Laika, le chien dont on avait parlé j'aime plus pas tôt. des trucs comme ça, moi. Et de ce que j'ai compris, c'est bel et bien vrai que le rythme cardiaque de Laika a été transmis par onde radio, étant donné que celui-ci a été archivé au cours du vol. Ils vont par la suite enregistrer l'émission radio du premier satellite américain Explorer J'aime 1. pas du tout les Et à force de faire des enregistrements de ce type, ils vont être reconnus par la d'animaux. presse locale. Les frères Cordiglia se démerdaient surprenamment bien et étaient surtout obstinés. Ils ont fait des recherches sur les tranches de fréquences allouées aux communications spatiales dans la Convention de Genève et vont continuer ainsi à chercher des satellites toujours plus précisément. Jusqu'à fin novembre 1960, où tout ça va prendre une mauvaise tournure. Le 28 novembre, alors qu'aucune annonce de décollage de quelconque satellite n'avait été annoncée auparavant, l'observatoire spatial Bochum, situé en Allemagne de l'Ouest, va annoncer qu'il avait intercepté des signaux radio qu'il pensait pouvoir être un satellite. Quand ils reçoivent l'info, les frères vont sauter sur leur équipement et passer des heures à essayer de trouver la fréquence sur laquelle ce présumé satellite émettait pour pouvoir l'enregistrer. Après des heures, ils vont entendre un son familier, un code morse transmis par l'émetteur radio. SOS. Quelqu'un, quelque part dans l'espace, appelait à l'aide. Pire encore, grâce à l'effet Doppler, les frères Cordiglia pouvaient facilement déterminer la trajectoire d'un satellite. L'effet Doppler, c'est le truc qui fait que le son d'une voiture passe d'aigu à grave quand elle passe près de toi. C'est pour cette raison apparemment que l'enregistrement de Sputnik 1 sonnait comme ça par exemple. Ils n'avaient pas encore de moyen de suivre correctement un satellite en mouvement, du coup les fréquences se décalent légèrement. Et bien là, ils se sont rendus compte que le satellite qui émettait le signal, il n'était pas en orbite, il n'était pas en train de tourner autour de la Terre. Il ne bougeait pas et son signal s'affaiblissait. Il était en train de s'éloigner lentement de la planète, avec son ou ses passagers à bord se rendant compte de leur inévitable destin, envoyant dans l'absence de moindre espoir leur dernier message : SOS, au monde entier.
réaliser à quel point c'est important si c'est vrai, ça voudrait dire que le premier homme dans l'espace n'est pas Gagarine, mais un cosmonaute dont on ne connaît pas le nom, dont un message en code morse serait la seule trace. Pire encore, si c'est vrai, on peut aisément spéculer qu'il y en a eu des tonnes d'autres, et que la Russie envoyait des gens pas assez près crever dans l'espace juste pour devancer un peu plus l'Amérique. Et ça va pas s'arrêter là. Loin de là, le 2 février 1961, ils vont scanner les fréquences russes et tomber sur une autre capsule en orbite au-dessus de la Terre. Ils vont capturer 7 transmissions. Ça me donne des frissons. J'adore. Le souffle d'un autre cosmonaute inconnu. Un souffle lent et étouffé, comme si celui-ci était en train de suffoquer. Plus tard, sur les fréquences de la même capsule, ils vont enregistrer un son étrange. Le battement de cœur étouffé d'un cosmonaute. Ils vont envoyer les enregistrements à un célèbre cardiologue italien, Dr Achille Dogliotti, et celui-ci va leur donner son verdict. Je pouvais clairement distinguer les sons clairs d'une respiration humaine haletante et forcée. C'est le cœur d'un homme en train de mourir. Quelques jours après, apparemment, la Russie annoncera qu'ils avaient lancé un satellite en orbite qui avait brûlé en retombant sur Terre. Celui-ci était de taille significative et selon eux, n'avait pas d'équipage. Pour certains, le lien était évident. Les frères Rudica Cordiglia vont continuer de devenir de plus en plus populaires dans la presse italienne. Leur découverte était sensationnelle et elle commençait à faire du bruit, surtout quand ils vont réussir à enregistrer la voix de Gagarine dans son satellite. À partir de ce moment-là, ils étaient crédibles aux yeux de la presse. Et la rumeur selon laquelle 2 petits Italiens étaient en train de prouver que le premier homme dans l'espace avait perdu la vie lors de son opération et que la Russie mettait des gens dans l'espace sans se soucier de leur mort probable, cette rumeur, elle commençait à bien se propager. Ils vont réussir à enregistrer des tonnes de trucs dont on n'a pas de traces sur internet car elles sont dans des archives gigantesques que les frères gardent avec eux. Plusieurs de ces exploits sont relayés sur internet avec des dates plus ou moins précises, mais sur internet, un enregistrement est tout le temps cité comme leur plus grande réussite. C'est un enregistrement terrifiant qu'ils auraient fait en mai 1961. Un enregistrement d'une femme dans un satellite disant ceci. Cette femme, qui n'a jamais été identifiée, serait morte de chaud, emportée dans le rien de l'espace ou brûlant dans l'atmosphère, complètement terrorisée. C'est terrifiant. L'enregistrement C'est chaud. est vraiment troublant. Quelques jours plus tard, ils auraient capturé des voix masculines dire sur une même fréquence « La situation s'empire. Pourquoi ne répondez-vous pas? On va de plus en plus lentement. Le monde ne saura jamais rien de nous. » Ça fait vraiment peur. Hein. Suivi d'un silence pesant. Et ainsi, dans l'agonie et la douleur, se serait terminé le premier voyage spatial avec un équipage de l'histoire, un vaisseau brûlant dans l'atmosphère, piloté par des gens affolés, dont personne ne connaîtra jamais le nom. C'est flippant. C'est vraiment flippant. Et c'est une histoire qui me fascine depuis des années. Ce qui est incroyable avec cette théorie du complot, c'est qu'elle se base sur des tonnes de choses qui paraissent
parfaitement plausible. La Russie ne parlait en effet que de ses réussites. Des cosmonautes ont bel et bien été retouchés en dehors de certaines photos, notamment cette photo appelée les 6 de Sochi, où le cosmonaute Grigori Nelyubov a été censuré après avoir été viré pour alcoolisme et mauvaise conduite du programme spatial soviétique et qui mettra fin à ses jours en 1966. C'est aussi vrai que la Russie, si on ne croit que les vols qu'ils ont annoncés, a fait très peu de lancers de satellites, genre trop peu par rapport à ce que devrait être annoncé logiquement. Cette théorie se base sur des observations qui sont vraies et qui amènent à cette spéculation de manière assez logique. Sauf que vous vous y attendez peut-être, il y a des problèmes avec strictement tous les enregistrements disponibles des frères Rodica Gordiglia. Aujourd'hui, peu de personnes croient en leurs enregistrements, et je vais vous expliquer très brièvement pourquoi. D'abord, leur station de réception radio, si elle est en effet assez impressionnante et fonctionnelle, elle n'est pas à la cheville des stations de réception radio militaires, qui sont elles situées partout sur le globe, et qui font parfois exactement le même taf qu'eux. Pour des tonnes de voyages de satellites, on a plusieurs récepteurs radio qui ont pu capter des satellites. Pour les enregistrements les plus terrifiants des frères, il n'existe que les leurs. Ce sont les seuls à avoir enregistré ce qu'ils ont réussi à enregistrer. On peut répondre à ça que c'est parce qu'ils scannaient les ondes tout le temps et pas juste quand des décollages de satellites étaient annoncés. Mais ça reste suspect. Maintenant, on va dire l'évident, aucune personne n'a jamais été identifiée, aucun cosmonaute, aucune famille de ces présumés cosmonautes, aucun ami, aucun ancien collègue. Avec le temps, il y aurait bien eu des gens qui auraient fui le pays pour annoncer la mort d'un proche qui aurait été le premier cosmonaute de l'histoire à aller dans l'espace, mais ça n'a jamais été le cas, et alors que la plupart des échecs russes se sont déclassifiés, aucun décès de cosmonaute n'a jamais été révélé dans ces dossiers. Maintenant, on va être un peu plus relou. Leur récepteur radio, en effet, c'est impressionnant, mais c'est pas non plus suffisant pour faire des enregistrements clairs, précis et longs qu'ils ont balancés pendant des années. Les bandes de fréquences sur lesquelles ils se mettaient étaient apparemment un peu bizarres selon des experts. Leurs interviews peuvent parfois se contredire et les dates des enregistrements, surtout le dernier, sont floues. Ensuite, ils ont annoncé en 1963 avoir reçu une image télévisuelle de Luna 4, un satellite qui devait prendre des photos de la Lune, mais qui apparemment a échoué. Voilà l'image télévisuelle qu'ils auraient reçue. Ça n'a pas l'air d'être une vraie image de la Lune, hein, je vais pas vous le cacher. Je sais où ça ressemble un peu à un Photoshop quoi. Maintenant, continuons avec un autre truc qui est un peu drôle, c'est les battements de cœur. Un battement de cœur, t'as pas à l'envoyer avec un signal aussi complexe en fait. L'avantage d'un battement de cœur, c'est que t'as juste besoin d'une seule fréquence qui fait bip, car un battement c'est juste une impulsion quoi. Et en l'occurrence, voici comment des moniteurs cardiaques de l'époque étaient transmis par radio. Voilà donc un vrai enregistrement audio. Voilà, quand la fréquence coupe, c'est qu'il y a eu un battement. Bref, ça c'est très suspect. Pareil pour le code Morse. J'ai trouvé l'origine de ce son en particulier dans le documentaire controversé Space Hackers, qui parle des frères Rodica Gordiglia, qui utilisent beaucoup d'images d'époque qu'ils ont créées eux-mêmes, qui montrent plein d'enregistrements qui n'avaient jamais été entendus avant et qui montrent plein d'interviews également de ces frères-là. Un code Morse, on l'a vu précédemment, en général tu le codes sur une fréquence avec un son de bip. C'est beaucoup moins coûteux et c'est beaucoup plus facile. Donc pourquoi utiliser un truc qui fait clac 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 clac, peut-être à la limite parce qu'il n'y a pas le matériel et que c'est une diffusion d'urgence, mais dans ce cas-là pourquoi pas juste parler. Un peu bizarre. Si tu continues à creuser, les frères disent avoir été contactés par un agent du KGB qui ne les a pas assassinés car ils commençaient à devenir connus, le tout en décrivant un protocole ne ressemblant pas au processus d'assassinat de l'URSS. Ils auraient enregistré John Glenn, premier américain à faire un vol orbital, et auraient bluffé la NASA en leur faisant écouter leurs enregistrements, mais leur histoire de eux se rendant à la NASA est truffée d'inconsistances avec la vie réelle. Bref, la conclusion de beaucoup de gens sur les enregistrements de Thor et Bert est la suivante. Ils ont bel et bien enregistré des satellites, mais alors qu'ils devenaient connus, ils ont dû continuer à inventer des informations de plus en plus sensationnelles pour maintenir leur popularité. Le truc qui est fou par contre, c'est que la presse de l'époque a vraiment avalé ces infos quoi. Les US et en général le monde occidental avaient besoin d'être rassurés quant à leur supériorité face aux Russes, et donc les journaux ont pris les enregistrements des frères sans les remettre en question. Aujourd'hui, des tonnes de gens croient en la théorie des cosmonautes perdus, mais des dizaines de théories et de noms qui ont été donnés, aucun n'a jamais été prouvé, et à ce jour, Yuri Gagarin est toujours la première personne à être allée dans l'espace. Mais quand même... Là, c'est vrai. Quand j'écoute cet enregistrement, je me sens mal. Je ressens intensément la panique dans la voix de cette femme. L'image même d'être à la dérive dans le grand rien de l'espace en se rendant compte lentement de l'impossibilité d'un retour sain et sauf sur Terre alors que l'oxygène baisse et que la température monte. Cette image, elle va me rester en tête longtemps. Imprévu incident.
Ok, on en a fini avec les étrangetés et on peut donc passer au deuxième type de mystère de la Incroyable radio. vidéo. Je Les jure, mec, imprévus. j'ai bien envie de. J'adore quand il fait ça. J'aime trop quand il fait ce genre de truc, ça me fume. C'est un enfant. Il a toujours fait ça hein, et c'est trop marrant. Désolé, j'ai eu un petit imprévu, j'ai dû un peu tout reset, désolé. Pardon. J'ai essayé d'être mignon. C'est quand même fou qu'en autant T'as de juste temps de trop pour vidéo, Dano on n'ait pas parlé de ce à quoi on pense en J'aime premier trop quand il fait on ça, pense fait à le la début. radio. C'est un enfant, il aime trop faire Les ce genre de émissions trucs, à la c'est radio. trop stylé. Oui, on a parlé de bugs C'est- radio, de c'est- stations c'est petit, étranges, de mais communication c'est militaire, pas un truc de fou, spatiale, mais c'est marrant, pirate, je sais de pas. stations de nombre, avant même de Ça me causer fume, des moi, je sais stations FM et digitales qu'on écoute la majorité du temps quand on écoute la radio. C'est tout simplement le premier sujet auquel j'ai pensé quand je me suis dit que j'allais pas faire une vidéo sur les stations de nombre, mais sur la radio en général. Les imprévus, c'est-à-dire des interviews qui se passent mal, des tragédies en live à la radio, des coupures inexpliquées, je pensais qu'il allait y en avoir des tonnes des histoires de ce type qui se baladent sur internet. Et j'en ai presque pas trouvé. Celles que j'ai trouvées sont vraiment fascinantes, mais c'est un truc de ouf. À la radio aujourd'hui, il y a presque pas d'erreurs et de bizarreries un peu flippantes. Ou du moins, elles ne sont pas archivées. Alors qu'à la télévision, des désastres en direct, il y en a une quantité Oui, bah oui, astronomique. c'est le direct Au à point qu'on l'époque. pourrait en faire plusieurs icebergs. c'est Et pas je pense comme qu'une des aujourd'hui. raisons pour laquelle les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui, Je crois presque c'est pas à de cause délai et tout. de ce genre, premier c'était sujet vraiment- dont je vais parler. C'est pas techniquement un imprévu, mais c'est très très connu, et vous allez voir, c'est une des choses les plus importantes de l'histoire de la radio. Le soir du 30 octobre 1938, sur une des nombreuses fréquences des stations radio de CBS, l'un des plus grands réseaux américains historiques et radiophoniques, une émission musicale qui diffusait le morceau La Comparsita de Ramon Raquello et son orchestre se fait interrompre par une annonce inattendue. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. Un annonceur indique que des explosions de gaz incandescentes régulières ont été observées à la surface de la planète Mars et que ce gaz se dirige vers la Terre à une très grande vitesse. L'annonce s'arrête et la musique repart. Quelque temps après, l'annonceur revient et annonce que le bureau météorologique du gouvernement américain semble très préoccupé de la situation. Et ainsi, une interview est organisée rapidement dans la hâte, avec un individu nommé Professeur Pearson, pour donner son point de vue sur la question. We are ready now to take you to the Princeton Observatory at Princeton, where Carl Phillips, our commentator, will interview Professor Richard Pearson, famous astronomer. Le professeur Pearson, astronome célèbre, Et explique aux journalistes que la vie sur la planète Mars n'existe pas à la connaissance de la science. Au milieu de leur discussion, visiblement sans que cela soit prévu, quelqu'un donne un papier au professeur qui indique qu'un impact de météorite a eu lieu à moins de 20 miles de Princeton, le lieu où Phillips et Pearson sont en train de faire leur interview. Après quelques morceaux de musique pour temporiser et une annonce via un bulletin d'information, l'émission coupe alors que Phillips fait un reportage sur ce qu'il se passe. Ladies and gentlemen, this is Carl Phillips again, out at the Wilmot Farm, Grover's Mill, New Jersey. Professor Pearson and myself made the 11 miles from Princeton in 10 minutes. Well, I hardly know where to begin. Bon. Je vais pas vous faire toute l'émission. Mais ce que je suis en train de vous raconter, c'est une fiction radiophonique de 1938 qui a été dirigée par Orson Welles. Le gars qui, quelques années plus tard, fera le film Citizen Kane, un truc pas très connu. Et cette diffusion radiophonique est une des diffusions les plus importantes de l'histoire de la radio. Au cours du programme, dans un réalisme qui pour l'époque était assez vénère, Non, ouais, l'histoire tombe va la gueule. amener les auditeurs à écouter en direct la présumée invasion de la Terre par des Martiens, qui amènera au déversement par ceux-ci d'une fumée toxique tuant peu à peu chaque personne sur Terre, amenant à ce moment particulièrement important et impactant pour les auditeurs de l'époque. Now the first machine reaches the shore, stands watching, looking over the city. Steel Cowlish Head is even with the skyscrapers. Now they're lifting their metal hands. This is the end now. Smoke comes out, black smoke drifting over the city. People in the streets see it now. They're running toward the East River, thousands of them. Now the smoke's spreading faster. It's reached Times Square. People are trying to run away from it, but it's no use. They're falling like flies. Now the smoke's crossing 6th Avenue, 5th Avenue. 100 yards away. It's 50 feet. Ouais, ça devait faire flipper à l'époque. Ok, alors ce moment-là, il est particulièrement important. En gros, à l'époque, le fait de simuler une histoire à travers la radio, le fait de C'est mettre inconnu, la non radio au centre même de l'histoire racontée et d'utiliser son médium et ses Inconnu, codes, je pense. c'était vraiment très novateur. Même révolutionnaire. C'est presque le premier found footage. C'était révolutionnaire au point que les gens n'ont pas compris.
Malgré la présence au début d'une annonce qu'on allait écouter une fiction, Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theatre on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. malgré une interruption au milieu, nous rappelons que tout cela était faux et qu'il s'agissait d'une performance. You are listening to a CBS presentation of Orson Welles and the Mercury Theatre on the Air. Le réalisme du truc a Vraiment fait paniquer beaucoup de gens. Le programme a commencé à être diffusé le 30 octobre 1938 à Ça devait 20h. être insane, on seulement n'a une jamais connu vingtaine ça. de nous. minutes, des gens commençaient à Radio, je paniquer, pense que c'est particulièrement nul, dans le ouais. New Jersey. On n'a jamais Il y aurait écouté eu ça. des gens qui ont commencé à appeler en masse les autorités pour être rassurés qu'une invasion alien n'avait pas lieu. Des gens vont commencer à s'armer et à se Donc, préparer chez à eux. partir de là où ils étaient. C'était Ah, apparemment zolé. un peu le bordel. À ce moment, la police va interpréter la quantité d'appels comme le signe qu'une panique nationale était en train de commencer. Et la police va appeler à 8h32 CBS pour demander d'interrompre la diffusion immédiatement, en demandant d'accompagner à tout ça une annonce que tout cela était fictionnel. La police va débarquer dans le studio en masse pour essayer d'arrêter le programme et, selon des gens qui étaient présents ce jour-là, il y a eu une bataille entre la police et les employés de la radio pour empêcher la police d'arrêter la diffusion, qui finira par se terminer comme prévu. Pendant cette diffusion, la légende dit qu'une partie de l'Amérique aurait fait de grands déplacements en voiture pour fuir l'invasion, causant plusieurs crashs mortels. Des gens couraient dans les Sérieux rues, criant que les Martiens envahissaient la Terre. Si, Un maire d'une ville du Midwest va appeler Oui, le des gens, studio c'est d'ailleurs en stupide, disant que genre. la diffusion avait causé des émeutes dans sa ville. Une panique démesurée eut lieu dans la ville de Trenton, des cas de vandalisme et apparemment 50 suicides et 40 crises cardiaques. Un putain de désastre. Et Donc, un cas de ce sérieux qu'on appelle l'hystérie de masse ou la psychose collective. Oui, Sauf que non. ok, mais Ce que je viens de vous dire est faux aussi en fait. Et c'est une des Mais plus faites-le grosses pour votre légendes niquer. urbaines. La vraie hystérie de masse dans cette histoire, c'est la réaction qu'a eu le monde à la diffusion de la guerre des mondes. La vérité, c'est qu'il n'y a pas eu de mort. Il y a bel et bien eu des petites zones où la psychose collective a eu lieu brièvement, mais rien qui a mené à la mort de quiconque. mais écoute, c'est pas C'était chaque une fois comme panique ça. qui a pris dans certains endroits des proportions très très grandes, certes, mais en réalité, à cette heure-ci, ce jour-là, sur 5000 personnes, 2% écoutaient la radio, et aucun d'entre eux n'écoutait ce programme. C'était aussi la veille d'Halloween, donc c'était un peu prévisible qu'il y allait avoir quelque chose lié à l'horreur, et encore une fois, il y avait une annonce Oh, j'aime bien son avant le casque. programme pour dire que c'était une fiction. La réaction dans les journaux Il et s'est par fait le un gouvernement setup, gros. a Il a été vraiment gigantesque upgradé son et setup. démesuré. L'intégralité des rumeurs sur la panique nationale viennent de ces journaux qui pendant des mois vont lyncher médiatiquement CBS et Orson Welles. Ce lynchage et cette réaction, aussi bien des médias que du public, est très facilement explicable. C'était pas fun comme période. 1938, on a connu mieux, et à l'époque les gens avaient peur, et à raison, d'un conflit mondial et de la montée de plusieurs dictatures. La réaction est donc parfaitement compréhensible, mais ça a créé un problème avec la radio qui, je trouve, a encore des répercussions aujourd'hui. La radio est un peu considérée comme le relais d'information le plus accessible. Dans des situations la de radio comme ça, je catastrophe, trouve ça la tellement communication joli, d'instruction genre. peut se faire par ondes courtes et autres moyens radiophoniques. Ce médium, plus que tous les autres, encore aujourd'hui, est perçu comme un média Je te jure sérieux que ça où nous les avait d'acheter informations des graves radios, sont gros. transmises très très vite. Donc expérimenter avec le format et essayer de faire peur aux gens, on n'a pas trop le droit de déconner avec ça. Car sinon on pourrait avoir peur d'une deuxième guerre des mondes. La radio aujourd'hui elle peut expérimenter, mais terroriser les gens, elle peut beaucoup moins se le permettre. Il y a des réglementations qui sont mises en place pour ça. Rajoutez à ça le fait que les reportages radio sont la plupart du temps beaucoup moins sujets aux imprévus que la télévision, et on a peu d'histoires fascinantes, archivées, de trucs inattendus et terrifiants qui se sont passés à la radio. Mais on en a quand même quelques-uns. Eh ben, voilà. Avant de vous raconter un incident assez Oui, connu de faites-en l'histoire de la plus. radio, Bref, laissez-moi vous raconter une autre histoire. ça va. C'est mal tarot. En juillet 1991, une jeune femme afro-américaine anonyme, surnommée Brenda, vient voir la police de la Nouvelle-Orléans, située en Louisiane. Elle explique, encore sous le choc, être entrée dans la voiture d'un inconnu près de Nevada Street et avoir été agressée violemment avant d'être étranglée, jusqu'à ce qu'elle finisse inconsciente. Elle a survécu de peu en se faisant passer pour morte. Elle raconte s'être réveillée 6 heures plus tard sous un tas d'ordures, quasiment incapable de parler, tellement l'étranglement avait été violent. Elle décrira à la police cet homme comme étant un homme noir propre sur lui, bien habillé et musclé. Aux yeux des enquêteurs, ce terrible témoignage signe le début de l'activité du Storyville Slayer, un serial killer qui a opéré entre 1991 et 1995 dans la Nouvelle-Orléans, tuant entre 24 et 27 femmes, selon les estimations. La plupart de ces femmes étaient noires et ou transgenres. Elles étaient souvent très pauvres et impliquées dans des réseaux de prostitution ou de drogue. Probablement car ces populations sont parmi les moins défendues et enquêtées par la police, permettant donc aux tueurs de s'en sortir indemnes. Il agressait ces femmes, puis les étranglait jusqu'à la mort avant de les laisser la plupart du temps dans des tas de déchets, de coins peu fréquentés. Je vais pas aller plus en détail,
Ces crimes sont sordides, et le pire dans tout ça, c'est que 6 des victimes n'ont toujours pas pu être identifiées, tout simplement parce que leur corps était trop abîmé et que cette partie de la population était beaucoup trop délaissée. Pour vous dire, il a fallu attendre août 1995 pour que le chef de la police de la Nouvelle-Orléans, Richard Pennington, annonce qu'un serial killer présumé était présent dans la ville et qu'une enquête commençait. Tout ça alors que l'émission américaine Unsolved Mysteries avait déjà fait une émission sur le sujet en 1992. Et dans cet épisode, il y avait notamment une interview anonymisée de Brenda. Lorsque l'enquête va commencer, un premier suspect va être identifié en Victor Gant dans le meurtre de 2 des victimes, celui de Karen Ivester et de Sharon Robinson, 2 femmes retrouvées au même endroit dans une zone marécageuse près d'une route. Victor Gant était un policier qui vivait en colocation avec Sharon Robinson et elle avait reporté à la police que celui-ci l'avait battue en décembre 1994, ce qui a démarré une procédure judiciaire en 1995 qui n'a pas pu tout à fait arriver à bout à cause du meurtre de Sharon et de son amie Karen. Beaucoup de gens ont donc pensé très vite que Gant était responsable de ce meurtre. Sa haine de Sharon était connue des forces de police grâce à de nombreux témoignages et ce meurtre aurait permis de réduire les 2 femmes au silence. Sauf que beaucoup de traces d'ADN inconnues avait été laissé sur la scène de crime, et celui-ci ne correspondait, à la surprise de beaucoup d'autres personnes, pas à celui de Victor Gant. Aujourd'hui, on serait certain que ce n'est pas lui qui a causé ce meurtre. Plus tard, un deuxième suspect sera trouvé en la personne de Russell Elwood. Et je vais pas aller trop en détail car c'est long, mais il a été trouvé en train de se dans sa voiture près d'une des scènes de crime. Il était connu des forces de police dû à ses addictions à la drogue et ses tentatives de se faire de l'argent illégalement. Il avouera durant des interrogatoires de police avoir côtoyé de nombreuses prostituées noires dans les quartiers de la Nouvelle-Orléans où les crimes ont eu lieu, mais malgré ça, il continuait de clamer son innocence. Au cours du temps, il va se faire arrêter des tonnes de fois par la police et passer du temps en prison pour de nombreuses raisons différentes. Et à chaque fois, des prisonniers vont dire qu'il disait avoir commis la plupart des meurtres. Il va mentir plusieurs fois pendant des interrogatoires, puis ensuite avouer des trucs, puis ensuite dire qu'il avait menti dû à ses maladies mentales, pour enfin re-avouer en refusant que ses confessions soient enregistrées, pour finalement dire que ses confessions étaient fausses. Et en 1998, alors qu'il était déjà en prison, il sera accusé d'avoir commis le meurtre de Cheryl Lewis et Dolores Mack, 2 femmes trouvées en 1993 à des emplacements très proches les uns des autres. Il finira par manque d'alibi et plusieurs preuves contre lui à être condamné à la prison à vie en 1999 pour le meurtre de Cheryl Lewis. Et du coup, il a eu le rapport avec la radio. Maintenant, dans toute cette histoire, il y a quelques trucs que les gens ont du mal à comprendre. De ce que j'ai pu voir, beaucoup de gens sont assez d'accord que Russell Elwood a bel et bien été responsable du meurtre d'au moins une personne dans l'histoire de ces tueries. Mais il est impossible qu'il ait commis l'intégralité de ces meurtres. Et certains enquêteurs continuent à dire qu'ils ne savent même pas si c'est vraiment lui qui a tué Cheryl Lewis. Il reste encore un grand nombre de meurtres irrésolus. Et tous ces meurtres se sont arrêtés dès le moment où la police a fait une déclaration publique. Maintenant, il y a une pièce du puzzle que je ne vous ai pas donnée, et qui pour certaines, depuis quelques années, pourrait être la clé pour résoudre enfin le mystère de ce serial killer qui a causé tant de souffrance sur son passage. Cette pièce de puzzle, c'est un appel qui a été diffusé durant une émission radio, le Howard Stern Show. Alors, Howard Stern, c'est un individu que j'aurais probablement aimé ne pas connaître pendant un peu plus longtemps. C'est probablement le personnage le plus controversé de l'histoire de la radio américaine. Et ce mec, je ne l'aime pas du tout. Il s'est fait remarquer dès la fin des années 80 pour ses émissions radio au ton ultra libre, ultra provocateur et son humour incisif, sans limite, vulgaire et violent. Why are you different from other DJs? Why am I different from other DJs? Yeah. Because I fart on the air. What? I fart on the radio. N'hésitant jamais à tacler la NBC, la radio qui hébergeait son émission, jusqu'à ce qu'ils en aient marre. Et il a au cours du temps fait une quantité de trucs affreux. Genre au-delà des trucs auxquels on peut s'attendre avec ce pitch de base, du racisme, du sexisme, de l'homophobie et tout ce genre de trucs immondes, il a fait d'autres trucs. Il a joué avec les restes humains d'une femme décédée, membre de son émission radio morte d'une overdose quelques temps avant. Il a fait plusieurs segments immondes notamment où il s'est demandé pourquoi les meurtriers de la tuerie de Columbine n'avaient pas eu des relations sexuelles avec les adolescentes sur qui ils ont tiré. Did those kids try to with any of the good-looking girls? They didn't even do that. At least if you're gonna go yourself and kill all the kids, like, why wouldn't you have some? Il a sexualisé les jumelles Olsen régulièrement quand elles étaient très mineures et a fait une émission horrible du nom de It's Just Wrong. Et je ne peux pas décrire le concept dans la vidéo car c'est abominable. Quoi ce bordel là, voilà, je suis choqué.
pire idée. Ce truc, c'est la pire idée. Bref, ce mec, même si aujourd'hui il a présenté ses excuses pour son comportement et a dit que la thérapie lui a fait comprendre l'horreur de celui-ci, ce mec, s'il n'était pas forcément aussi horrible que ses blagues, a causé une quantité de dégâts à la culture que vous ne pouvez pas imaginer. Il était extrêmement populaire aux USA et il était très apprécié. Et bien son show, le Howard Stern Show, où il poussait régulièrement les limites de l'acceptable, donnant parfois des émissions qui, je l'avoue, sont assez drôles et divertissantes, c'est un show qui a également donné plusieurs moments atroces, où des gens appelaient le standard téléphonique de l'émission pour pousser eux aussi les limites de l'acceptable. Et en 1997, il s'est passé un truc étrange. All right, I got a guy on the phone who claims he's been killing prostitutes and he's wondering why he's doing it. So maybe he thinks I have an answer. Is this Ed? L'appel commence un peu dans la hâte. Edmund? Howard présente l'appelant comme un individu s'appelant Ed, diminutif d'Edward, ce à quoi celui-ci répond ceci. Ed? No, this isn't Ed. Oh. You haven't killed any prostitutes? No, I never said my name was Ed. Oh. Sorry. That's okay. What name do you use? You can call me Clay. Donc cet homme, se surnommant Clay, se présente comme un tueur qui aurait tué plusieurs prostituées. L'appel va constituer en Clay, répondant aux questions de l'équipe d'Howard Stern qui essaye de comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait. Et c'est assez terrifiant de voir le calme dans lequel Clay répond aux questions. Okay, Clay, so what happened? How many prostitutes have you killed? 12. And you're wondering why you do it? I have a pretty good idea. Why? Did your mom you? Did your mom spank you? Was your mom a prostitute? No. Actually, nothing like that. I think I just do it for the sense of the power. L'appel va durer plus d'un quart d'heure. Et l'ambiance est vraiment pesante. La plupart des questions des animateurs sont assez nulles, essayant de savoir si Clay présente les traits associés au serial killer exhibés lorsqu'ils étaient enfants, ceux de la triade McDonald, énurésie nocturne, meurtre et torture d'animaux et pyromanie. Et chose intéressante, Clay ne semble pas vraiment trop avoir exhibé ces traits lors de sa jeunesse. Did you used to kill small animals? No, I've killed a rat. Did you wet your bed when you were a young boy? No. Clay, au fur et à mesure de l'appel, rentre de plus en plus dans les détails, et on a l'impression que l'émission ne prend pas vraiment le truc au sérieux. And when you killed your first one, did you go in there knowing you were going to kill her, or it just sort of happened? I knew. I really had it planned out. And then what, you strangled them? Once. How else did you kill them? Well, a few times, actually most times with a hammer. Are you a big fat mess, or are you like a fairly good-looking guy? Mais c'est comme si l'ambiance changeait au fur et à mesure. C'est comme si les présentateurs semblaient se rendre compte qu'il y avait une possibilité que ce soit vrai. Pour vous dire, à un moment, Howard Stern dit à Clay qu'il devrait donc se tuer, et Clay répond tout simplement qu'il ne peut pas le faire, parce que sinon il raterait le prochain film Batman. On est à ce niveau-là de je m'en foutisme. What the fuck? Cet appel a refait surface il y a peu de temps sur Internet. Le mystère du Storyville Slayer était dormant depuis plusieurs années, et c'est quand cet enregistrement a refait surface sur Internet que les gens se sont rendus compte qu'il pouvait y avoir des connexions entre cet individu et le Storyville Slayer. D'abord, les deux viendraient de Nouvelle-Orléans, les deux semblent s'attaquer à des prostituées, et les deux semblent également s'être pris à des personnes transgenres. Il y a de nombreux détails qui sont donnés à propos de périodes de pause qui ont bel et bien eu lieu avec le Storyville Slayer, et également des périodes d'activité qui correspondent à la réalité. When was the last time you killed? It's been a few months. Right. Actually, it's been going on a year. De nombreux détails semblent être concordants. But does the killing satisfy you in some way? I've eaten off thinking about it later. Mais il a été trouvé en train de se tomber dans sa voiture près d'une des scènes de crime. Yeah, Howard, that's pretty funny because the only suspect they had when they started finding the bodies was a black police officer. Turns out one of them was associated with them. Le premier suspect va être identifié en Victor Gant, dans le meurtre de deux des victimes. Victor Gant était un policier qui vivait en colocation avec Sharon Robinson. Et c'est des détails qui n'étaient pas encore disponibles à l'époque, à tel point que le FBI se serait rendu apparemment dans les locaux du Howard Stern Show pour saisir des cassettes de l'enregistrement de ce qui venait de se passer. Le problème, c'est que ce mystère n'a mené à vraiment pas grand-chose. Aucun fichier n'est déclassifié vis-à-vis de cet appel et on ne sait pas si le FBI a fait quelque chose avec cet appel. Beaucoup de gens pensent par contre que c'est un hoax, que c'est soit quelqu'un qui ment, qui invente une histoire à Howard Stern pendant l'appel, ou alors peut-être qu'il s'agirait juste d'un coup monté de Howard Stern parce que c'est
déjà arrivé qu'il fasse des choses similaires. Et si c'est le cas, ça aurait fonctionné. Dans les médias, sur le moment quand ça s'est passé, avant que ça retombe dans l'oubli pendant quelques temps, ce passage de son émission a fait beaucoup de bruit. L'appel est impossible à retracer, on n'a pas d'enregistrement de la voix de Russell Elwood qui nous permettrait d'essayer de comparer les deux personnes. Apparemment, Elwood était incarcéré à cette période-là, mais peut-être que c'est un appel qu'il a fait depuis la prison, c'est largement possible. I know I'm not going to get him to turn himself in. I've had calls from people go, well, why didn't you do something? I go, well, what am I supposed to do? The guy's on the phone. Crawl through the phone and get him? Yeah. They were like, well, why don't you trace these calls? And I'm like, well, I don't have that equipment. Encore aujourd'hui, on ne sait pas si cet appel est bel et bien celui d'un serial killer, mais pour beaucoup, il s'agirait d'une pièce essentielle pour résoudre ce mystère. So there's no way I'm going to talk you into giving yourself up or anything, right? No. Ah oui, non, c'est à côté un killer. Coast to Coast AM est une émission talk-show américain extrêmement populaire, diffusée sur plusieurs stations radio partout dans le pays. Cette émission a commencé en 1998 et encore aujourd'hui, celle-ci est en cours. Avant 2003, là où se passe notre histoire, l'émission était animée par son créateur, Art Bell, un mec légendaire de l'histoire de la radio américaine qui est décédé en 2018. Son émission durait quasiment 4 heures, diffusée au cœur de la nuit et était destinée aux fans de paranormal, de théories du complot, d'horreur et d'étrange. Le format est simple, il commence avec des actualités, souvent avec un focus sur les faits étranges et mystérieux, puis ensuite il y a une interview d'un premier invité qui dure en général 1 heure, puis une deuxième interview après qui est beaucoup plus longue avec un autre invité, puis enfin une section call-in où des spectateurs de l'émission peuvent appeler en direct à la radio pour poser des questions à l'invité. Le ton de l'émission est assez ouvert, remet assez peu en question de manière critique les choses dites par les invités pour ne pas couper l'expression de leurs idées. C'est très libre et ouvert, ce qui a des points positifs mais aussi négatifs, notamment quand les invités sont des théoriciens du complot. Néanmoins, parfois il y a des interviews qui peuvent être coupées court, soit parce que le sujet s'arrête vite et qu'il n'y a pas plus de choses à dire, soit parce que la personne interviewée est identifiée par le présentateur comme une personne qui ment, qui dit des choses fallacieuses ou qui sont éthiquement questionnables. Dans ces cas-là, l'émission se transforme en section d'appels géante, où les auditeurs viennent juste raconter leurs anecdotes et histoires, et c'est ce genre d'émission particulièrement que je trouve fascinante. Ouais, c'est un peu le truc, c'est qu'une Twitch, émission de quoi. ce type est forcément à Vraiment. l'origine de plein de rumeurs, ou du moins à l'expansion de plusieurs sujets qui étaient de niche ou peu connus, surtout à une époque où Internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Une émission en 1997 notamment sera à l'origine d'une légende urbaine lorsqu'un invité a appelé le show en se nommant Mel Waters. Celui-ci prétendait qu'à l'intérieur de son terrain, situé dans des coins ruraux de l'État de Washington, il y avait un trou d'une profondeur incommensurable. À la base, Mel et d'autres locaux jetaient à l'intérieur de ce trou des ordures de manière régulière, puis il a fini par se rendre compte que le trou ne se bouchait jamais. Il a fini par accrocher un poids à un fil de pêche afin d'estimer la profondeur de celui-ci. Il commence avec un seul fil, puis 2, puis 3, et en arrivant à la fin de ses fils de pêche, il avait atteint 24 km de profondeur. Et il n'avait toujours pas atteint le fond. Pour vous dire, le trou le plus profond jamais creusé par des humains ne fait que la moitié de la profondeur supposée du trou de Mel. Il continuera à parler de cet étrange trou avec Art Bell à la radio pendant 40 minutes, en donnant de plus en plus d'histoires étranges, comme celle d'un campagnard jetant son chien décédé dans le trou, avant de le voir plus tard vivant aux côtés d'un chasseur. Évidemment, cette histoire est un mythe. Le surnommé Mel's Hole n'a jamais été retrouvé, malgré des dizaines d'années de recherche, et une position géographique Lui qui précise, met des particules là, certes quoi, grande, là. mais On l'a précise. vu, hein. Mais l'image du Mel's Hole est Horrible. fascinante, et la rumeur est parfaite pour intriguer. C'est ce genre de choses que peut créer un show comme Coast to Coast AM quand celui-ci ouvre ses lignes aux auditeurs. Un moyen de propager des mythes de manière organique. Attends. Mais il y a le surnommé avant de le voir plus tard vivant aux côtés d'un chasseur. Évidemment, cette histoire est un mythe. Le surnommé Mel's Hole n'a jamais été retrouvé, malgré des dizaines d'années de recherche, et une position géographique C'est précise, sûr, c'est lui qui a certes fait ça. grande, mais précise. Mais l'image du Mel's Hole est fascinante, et la rumeur est parfaite pour intriguer. C'est ce genre de choses que peut créer un show comme Coast to Coast AM quand celui-ci ouvre ses lignes aux Oh, à auditeurs. 200%. Un moyen de propager des mythes de manière organique. C'est Mais lui il y qui a mis une la histoire petite liée à particule, cette là, émission qui s'est que je baladée trouve comme ça, qui est fascinante. revenue Une en haut, histoire là. qui, personnellement, m'a beaucoup marqué quand je me baladais encore sur des sites de creepypasta à l'époque. Et cette histoire, vous la connaissez peut-être. Elle a beaucoup fait le tour de YouTube dans les années 2010. Je parle du show du 11 septembre 1997. Ça fait bizarre hein, d'avoir cette date extirpée de son contexte. Ça fait bizarre.
L'émission en presque entier est disponible sur YouTube, dans sa seule archive existante, donnant en tout 2 heures d'émission au lieu des 4 habituelles. Il manque donc une portion de celle-ci. Good morning, good afternoon, good evening, whatever the case may be, in all 24 time zones covered now by this program. I'm Art Bell, and the program, of course, is Coast to Coast AM. L'émission commence tout à fait normalement avec un premier segment dédié à une interview de 40 minutes d'un individu d'une précédente émission. Ça m'a permis de m'acclimater au style de l'émission et à l'ambiance de l'époque. Et j'étais sur le cul. Déjà, Art Bell balance 2-3 dingueries de temps en temps, qui te rappellent qu'on est bien quasiment 30 ans dans le passé, mais t'as aussi une idée plus claire du ton de l'émission qui m'a, au début de mon écoute, déstabilisé. Art Bell ne remet quasiment jamais en question son invité. Il le laisse parler de ses croyances entièrement librement, sans filtre, alors qu'en l'occurrence, ici, la personne invitée parle de son auto-guérison par la prière après qu'il ait fait une expérience de mort imminente. Il raconte pouvoir lire dans les pensées des gens, entendre les prières de tout le monde sur Terre et explique ne pas souhaiter être hospitalisé. We are powerful and mighty interconnected spiritual beings. We have greatness, we have destiny, and damn it, we have purpose. And we are connected, and I don't care what chemists say and scientists say. Art Bell ne remet jamais en question ce mec, sauf à un moment. It's funny, Daniel, when you were at the worst, CNN was running a thing about prayer, the power of prayer. They had a doctor on, and he said, you know, 70 to 90% somewhere in there of people who take placebos will declare there to be an improvement in whatever condition they took them for. Et si au début je trouvais ça irresponsable et complètement zinzin de laisser des gens dire des trucs comme ça sans essayer de les couper pour donner des informations un peu plus factuelles, c'est quand la vraie émission a commencé que j'ai commencé à comprendre l'attrait qu'elle pouvait avoir. Cette émission était une édition spéciale antenne libre où des gens pouvaient appeler un standard spécialement créé à cet effet, appelé la Area 51 phone line, où des gens prétendant être des employés ou anciens employés de la zone 51 pouvaient librement parler de leur expérience et dire des informations sur les activités de la base militaire. What is normally my first time caller line is now going to be an Area 51 employee singing line. We're going to be looking for people who either retired from Area 51 and can now talk, or people who presently work at Area 51 and wish to tell us what's going on up there, because we all have deep suspicions. Et c'est trop marrant à écouter. T'écoutes pendant des dizaines de minutes des gens qui inventent tout et n'importe quoi de manière complètement évidente, et tu peux voir Art Bell rentrer dans leur jeu, et c'est magique à écouter. C'est comme plusieurs micro-sessions de création d'univers de science-fiction qui s'enchaînent, et quand tu comprends que presque tout le monde sait que c'est du bullshit, ça devient très très rigolo. July of 1986. What occurred then, please? The culmination of the original plan. What plan? What plan? Whose plan? The Supreme Commandant. Par exemple, le premier à appeler le standard explique que la zone 51 a des êtres interdimensionnels d'une autre planète à l'intérieur qui ont changé le cours du temps de notre dimension pour reproduire les événements qui se seraient passés dans leur dimension sur Atlantide. Il aurait été instruit de le dire en tant qu'employé de la zone 51 pour préparer la population aux révélations qu'il venait de dire, qui seraient dites publiquement le 20 juillet 1998. Bon, raté, il semblerait que le discours ait été sacrément reporté dans le futur. L'émission est également en avance sur son temps parce qu'elle crée à plusieurs moments des petits moments d'interactivité avec les auditeurs en utilisant Internet. Ils avaient déjà des bras micro, des trucs anti-vibration. Et ainsi, l'émission continue. Le deuxième qui appelle explique qu'il deviendra un employé de la zone 51 dans le futur et qu'il a juste voyagé dans le temps pour dire des trucs sur la base militaire, mais pas trop pour pas non plus créer trop de paradoxes. C'est vraiment marrant à écouter, mais parmi ces appels, il y en a un qui est devenu extrêmement connu, au point qu'il a fait de l'ombre à tous les autres. D'abord, j'aimerais préfacer tout ça en rappelant un peu ce que c'est la zone 51. C'est une zone militaire ultra secrète d'une superficie de 155 km², soit plus de 3 fois la superficie de Lyon, située dans le Nevada, aux États-Unis. Elle fait partie de la plus large zone de la Nellis Air Force Base, une zone interdite au public faisant à peu près la taille de la Suisse. Rentrer à l'intérieur de cette zone est interdit. Et essayer de vous en approcher un peu trop vous amènera une amende bien grasse ainsi qu'une arrestation. La zone 51 n'a été mentionnée dans des documents officiels par le gouvernement américain pour la première fois qu'à partir de 2013. Et avant ça, elle était le fantasme de tonnes de théoriciens du complot qui pensaient qu'une activité extraterrestre y avait lieu et que des tonnes d'ovnis y étaient stockés. Alors qu'en vrai, c'est beaucoup plus probable que cette zone ait été le théâtre juste d'essais d'aéronefs militaires secrets durant la guerre froide, comme le disent certains documents déclassifiés. Je précise ça car le secret autour de la zone 51 était très épais à l'époque, et les déclarations publiques du gouvernement à l'époque n'aidaient pas forcément à apaiser les théoriciens du complot. Des gens sont morts en essayant de s'en approcher avec un peu trop de force. Les militaires ne déconnent vraiment pas avec ça. Donc alors que l'émission continuait avec des appels parfois plus crédibles sur des anecdotes bizarres de documents secrets ou de bases militaires en dehors du territoire américain, un gars appelle complètement paniqué.
On my Area 51 line, you're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. La tension à la radio est beaucoup plus forte que d'habitude. L'ambiance rigolote d'avant s'arrête assez abruptement. A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. Art essaye de poser des questions, mais l'homme est tellement paniqué qu'il perd le contrôle et se met à crier. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Alors qu'il continue à parler, un événement va faire entrer cette émission dans l'histoire de la radio. Controllable. Discharge. L'intégralité de la transmission radio de l'émission va couper. Et pendant 2 minutes, la radio entière sera plongée dans un étrange silence. Pesant. Well, this was certainly interesting. We are now on a backup system, everybody. The entire transmitting system by satellite went down here. Ok, ça remet en perspective l'intégralité du point de vue de l'émission. D'un coup, une couche de réel a été déversée et on sent Art Bell assez déstabilisé. I can't help but wonder if somebody zapped us in some way. Il est un peu perdu, ne sait pas vraiment pourquoi ça s'est passé et va choper les informations au cours de la soirée par des gens appelant pour savoir ce qu'il venait de se passer. On va l'appeler et il va demander combien de temps ça a été coupé et pour la plupart des gens, c'était coupé pendant plus de 2 minutes. How long was it before you got to hear audio again? About 2 minutes. 2 minutes. Les gens vont essayer de lui expliquer à quel moment de l'appel la coupure a eu lieu et on apprend donc qu'une partie de l'appel est perdue à jamais. Art Bell explique qu'après la coupure, l'homme s'est mis à pleurer encore plus fort, incontrôlablement. Et son appel se serait terminé par un hurlement de celui-ci, suivi d'un raccrochage au milieu de ce cri. Il faudra attendre un appel supplémentaire de quelqu'un lui expliquant qu'il était hors ligne pour qu'il passe sur un système de transmission d'urgence. Un autre appellera pour dire qu'il téléphonait depuis la ville de Kingman dans l'Arizona, relativement proche de la zone 51, et qu'au moment où l'émission a coupé, l'intégralité de ses lignes téléphoniques ont coupé également. I must admit, of all the times that it would go out, that was a pretty weird time. Ce phénomène a beaucoup déchaîné les passions, et ce pour les mêmes raisons que le Crying Radio Man dont on a pu parler il y a quelques minutes. C'est-à-dire que le sujet a été expliqué très rapidement, mais qu'énormément de questions restent en suspens, suffisamment pour que ça reste un mystère encore actif aujourd'hui. En effet, en 1998, pendant une émission à ligne ouverte, un individu va appeler Art Bell pour dire que c'était lui, le désormais appelé Area 51 Caller. Everybody, I am the Area 51 caller. You claim you're the Area 51? I am the man. Art Bell va lui demander de corroborer sa déclaration et l'homme va imiter à la perfection l'appel. I don't want you to ask me to do this. If I start doing that guy, Le gars derrière l'appel serait du coup un certain Brian J. Ellis, un américain, auteur de comics, qui à de nombreuses reprises refera la voix qu'il a fait pendant l'appel. Et souvent il le fera pour le tourner en dérision. Si ça a bien l'air d'être lui, genre pour moi il n'y a pas de doute, hein, c'est vraiment sa voix, il y a quand même des gens qui ont du mal à le croire. Mais bon,
Ça m'a l'air d'être une assez bonne explication de ce qui s'est passé ce jour-là. Mais le problème, c'est que même si du coup tout est expliqué, pourquoi il y a eu une déconnexion ? C'est un truc, selon Hardbell, qui arrive très très rarement, et la coïncidence est d'autant plus frappante. On peut dire que c'est probablement un coup monté de Coast to Coast AM pour faire de la publicité, mais Hardbell n'avait pas besoin de ce genre de com. Le mec était super connu à l'époque, et une déconnexion de 2 minutes du signal de radio, c'est un risque monstrueux. De nombreux spectateurs auraient juste abandonné. Et du coup, quand on pose la question à Brian Glass de pourquoi la station s'est coupée, il sait pas. How do you account for the fact, Area 51 caller, that part of the way through your spiel, the satellite went down? I have no idea, and it scared the heebie-jeebies out of me that night. I've called a number of times on your specialty line nights doing different, kind of wacky characters, and that's all that one was supposed to be. Du coup, qu'est-ce qui a coupé la transmission ? Ben, c'est ça qui est génial. On sait pas. On sait pas si c'est une coïncidence ou si quelqu'un a vraiment coupé la transmission. On ne sait pas si c'est lié à cet appel, on ne sait pas si c'est lié à d'autres choses qui auraient été dites avant dans l'émission, peut-être pour attirer l'attention sur un truc précis plutôt qu'une information compromettante. Comme avec toute théorie du complot, on peut vraiment spéculer. La théorie la plus probable, c'est la coupure, une coïncidence. Mais dans les faits, c'est une coïncidence incroyable. Bah oui, pile poil là, genre... On n'a pas vraiment d'explication, tout ce qu'on peut faire c'est imaginer. Perhaps, if you're really what you say you are, you created the reality of the rest of the situation and took down my satellite. That scares the heebie-jeebies out of me because it means that what I was saying was somehow correct. Bon, en vrai, soyons sérieux, c'est clairement une coïncidence, mais ça fait peur quand même. Pour cette dernière partie de la vidéo, j'aimerais parler de la question fascinante des intrusions de signal, des piratages radio ou plus généralement de ce qu'on appelle des hijacks. Pirater une station radio, c'est-à-dire transmettre sur une fréquence déjà allouée sans autorisation, souvent pendant que la station diffuse déjà son signal, c'est illégal et c'est très dangereux. C'est en soi pas difficile à faire, il faut juste du matériel qui coûte souvent très cher et qui n'est certes pas facile à avoir, et arriver à transmettre un signal plus puissant sur la même fréquence que la station qu'on veut pirater. Ce signal plus puissant va prendre le dessus sur le premier et causer un changement de l'information audio reçue par les auditeurs. Car oui, en soi, aucune loi t'interdit d'émettre sur certaines fréquences. La vraie chose qui définit si t'es dans l'illégalité ou pas, c'est la puissance de ton émetteur. Si ton signal dépasse les dizaines de mètres, ça commence à devenir un vrai problème. Il existe également des niveaux de puissance maximale à ne pas dépasser pour les radios FM, ainsi les pirates dépassant cette puissance sont directement dans l'illégalité. Il existe d'autres manières de s'introduire sur la fréquence de quelqu'un, genre par exemple arriver à s'introduire dans un centre de transmission ou de relais pour subrepticement changer l'information transmise, et plein d'autres systèmes qui te mettent en très grave danger si on te chope. Il y a des gens qui considèrent que seule cette manière, c'est-à-dire se rendre dans des centres d'émission et d'utiliser leurs émetteurs pour transmettre une autre information, c'est un cas de hijack et pas les autres, mais moi je vais regrouper tout. Je considère un piratage radio plutôt comme une usurpation d'une station, se faire passer pour une station pour diffuser une autre information. Trianguler une fréquence radio prend peu de temps. Donc le risque, plus la rapidité et la finesse de l'exécution, fait que je trouve les hijacks fascinants, aussi bien en termes de prouesse technique que du mystère qui s'ensuit. C'est rare qu'un pirate soit chopé, car souvent ils sont bons et ils savent ce qu'ils font. On va commencer avec quelques cas isolés de piratage dont on va parler assez vite, parce que je fais cette partie surtout pour le dernier sujet que je trouve assez fascinant. Les piratages radio sont des anecdotes racontées de manière très simple. Un truc a été piraté, on n'a pas trouvé les pirates, point. On peut néanmoins se poser la question de pourquoi on pourrait vouloir pirater une radio. Et la raison numéro 1, c'est la politique. Oui. Politique, ouais. Les seuls cas d'arrestation de pirates radio que j'ai pu trouver, c'est des cas qui sont dans des pays étrangers, souvent des pays assez autoritaires, où des groupes dissidents piratent des radios nationales à des fins politiques. La plupart des stations pirates également, donc des radios illégales mais ne s'immisçant pas dans les fréquences d'autres personnes, sont aussi utilisées à ces fins. On peut trouver quelques exemples intéressants qui ont été documentés et qui se passent dans des pays occidentaux. Par exemple, autour de 2017, peu après l'élection de Donald Trump et à quelques jours de son inauguration, il y a eu une série de hijacks de stations radio, notamment WFBS FM, une radio locale de Salem en Caroline du Sud, qui ont été coupés dans leur signal pour jouer en boucle FDT, Donald Trump, un morceau de YG. Le morceau en question est un morceau de rap qui avait à l'époque un gros poids culturel et une grosse importance, notamment pour les populations qui étaient ciblées par les mesures qui étaient annoncées par la présidence de Trump. La plupart des radios ont effectué des messages sur les réseaux ce jour-là pour annoncer que cette diffusion était un piratage et que les radios ne prenaient pas de position politique. Et dans le même style, mais avec un message inverse, la radio sportive WWEI FM, opérant
rend dans le Massachusetts vers la ville de Springfield a été hacké durant les élections présidentielles de 2020 autour de la ville de Warren avec un message d'une voix chuchotant en boucle « Don't be a chump, vote for Trump ». Qu'on pourrait traduire en « Ne soyez pas idiot, votez pour Trump ». C'est un slogan qui avait été utilisé par quelques partisans de Trump à un moment. Apparemment, le hijack a duré, uniquement dans la ville de Warren, plusieurs jours où cette phrase était répétée en boucle. Ça s'est arrêté à un moment et le responsable n'a jamais été trouvé, et toute tentative de contacter l'autorité des communications américaines, la FCC, a échoué. Ce type de piratage radio, motivé aussi évidemment par la politique, c'est intéressant, mais pas très longtemps quoi. Moi ce qui m'intéresse, c'est les hijacks qui sont plus rigolos et plus bizarres quoi. Par exemple, en 2016, il s'est passé un truc très drôle. Je veux dire assez récent, une bande mais... de pirates radio qui utilisaient Internet et qui sont tombés sur des sites comme, à l'époque, Shodan ou OpenTopia. Des sites terrifiants répertoriant des flux de streaming vidéo continu mal sécurisés qui permettaient à tout le monde d'aller regarder des webcams, des babycams, des caméras de surveillance privées, et ce en toute légalité, dû au manque de sécurité de certains systèmes vidéo. Et ben, ces pirates, en utilisant Shodan, ont trouvé, sans qu'on sache trop vraiment pourquoi, une brèche de sécurité dans des systèmes envoyant de l'audio sans fil à des transmetteurs radio. Et ils pouvaient donc facilement pirater ces systèmes pour envoyer à des transmetteurs radio publics ce qu'ils voulaient. Donc, c'est ainsi que sur 4 radios américaines officielles, dont la station radio de country KXAX, les auditeurs ont pu écouter sans cut 90 minutes d'un podcast furry ouvertement fétichiste, niche et explicite. Voilà, je trouve ça très très drôle. C'est ce genre de piratage que j'aime fort. Les piratages qui font faire des messages d'excuses lunaires de la part des stations radio. Le podcast furry en question, c'était un truc qui s'appelait le Furcast, qui n'existe plus aujourd'hui, et ils ne sont pas du tout à l'origine de ce piratage. Et ils étaient d'ailleurs plutôt énervés qu'un contenu niche destiné uniquement à quelques personnes précises ait été diffusé en grande envergure. Et il y en a des tonnes des anecdotes de ce type, et je suis pour le coup très client de ce genre d'histoire. Notamment par exemple des anecdotes de gens qui mettent des morceaux sur la branlette sur des radios locales. J'adore, vraiment j'adore, mais il y a une histoire de piratage que je trouve fascinante, et je pense que c'est mon histoire préférée de la vidéo. Car le mystère autour de cette histoire est épais, probablement la légende urbaine la plus étrange de la radiophonie. Un truc qui sonne comme une histoire fausse aux premiers abords, mais qui se complique plus on fait des recherches. Parlons du cas simple à expliquer mais difficile à oublier, du hijack de WKCR-FM. Le 2 mars 2013, sur le board paranormal de 4chan, un individu anonyme ouvre un thread qui va ouvrir une énorme légende urbaine. Voilà un fichier audio flippant qui m'a toujours intrigué. Autour de 1994-1995 environ, le moment où je l'ai enregistré à la radio, je me suis dit que je ne ferais jamais une copie de la cassette, qui m'avait beaucoup trop effrayé. Mais ça fait 16 ans qu'elle est au fond d'un tiroir de mon bureau et qu'elle me trotte dans la tête. Et maintenant, je suis juste curieux. Autour de 1995, j'avais à peu près 15 ans. J'avais l'habitude de rester éveillé jusqu'à tard la nuit dans ma chambre en enregistrant la radio sur une boombox avec un enregistreur cassette intégré. Donc là, il a 44 ans. Je me baladais sur les stations et dès que j'entendais quelque chose d'intéressant, j'appuyais sur enregistrer pendant un petit moment, puis je passais à autre chose. Une nuit, je suis tombé sur ça. Je ne pense pas que c'était le début de la transmission, mais j'en ai enregistré une grosse partie. À la fin de l'enregistrement, l'animateur dit que la station que j'écoutais était WKCR 89,9 FM à New York. Je vous donne toute l'histoire mot pour mot telle qu'elle a été dite par l'utilisateur, tout simplement parce qu'à l'époque, c'était tout ce qu'on avait comme contexte. Un post 4chan un peu cryptique et une vidéo sur YouTube, par une chaîne qui ne possède qu'une seule vidéo, aux commentaires désactivés intitulée The Old Tape, avec juste un audio et une image d'illustration un peu flippante, quoique un peu cliché. Sur le moment, on dirait vraiment juste que c'est du bullshit, une creepypasta à la con. Mais c'est plus compliqué que ça, vous allez voir. Écoutons donc cet enregistrement de ce qui serait un piratage quasiment inconnu de la station radio WKCR-FM. L'audio commence avec une sorte de musique un peu calme et jazzy. Au bout de 8 secondes, l'audio est coupé et on peut entendre une sorte de musique classique. Le mec qui recorde ça en fait. Ah, peut-être qu'il voulait écouter la musique, non? Puis il se passe ça.
Ce son est horrible, je trouve. Et si vous le reconnaissez, sachez que c'est de là qu'il provient. L'audio continue avec des bruits de respiration bruyants. Reconnaître, ça viendrait d'où? Avec en fond toujours cette musique classique écrasée par le signal. Puis une sorte de bruit de cloche accompagné de voix arrive. Je reconnais pas du tout. La voix semble lister, quand elle est audible, des avis de décès de différentes personnes, semblant complètement aléatoires. À la fin de chacun de ces avis de décès, ce bruit de cloche résonne, sans forcément trop d'explications. Un coup monté, quoi. Au fur et à mesure de la diffusion, la voix devient de plus en plus basse. Se mêlant en cette sorte d'infinie récitation chuchotée, s'effondrant dans des échos perpétuels. Puis, You're tuned to WKCR-FM New York, 89.9 on your dial. Colombian music is running a little late. It will be starting in a few minutes. alors quand j'ai écouté cet enregistrement pour la première fois, je me souviens que c'était en 2015, et ça a eu beaucoup d'effets sur moi. Quand je l'écoute, encore aujourd'hui, je me sens assez mal à l'aise. Et quelque chose dans le grincement de la voix, puis le mélange de voix basse qui a beaucoup d'effets sur moi. Ces chuchotements constants, cet obituaire, c'est vraiment terrifiant. Mais maintenant, qu'est-ce qu'Internet a fait avec ça? D'abord, l'enregistrement de base a pas mal tourné sur Internet et s'est décliné en plusieurs re-uploads. Le post original de 4chan a été archivé, c'est pour ça que j'ai pu vous le lire, et dès le premier post, les gens ne croyaient pas en cet enregistrement. Plusieurs arguments vont en la défaveur de celui-ci, notamment par exemple la qualité audio. En effet, selon certaines personnes, l'enregistrement est de trop bonne qualité pour avoir pu être fait sur cassette en 1990, quand on voit la qualité qu'elle pouvait avoir dans les systèmes de distribution classiques. D'autres disent que l'enregistrement a quand même pas mal de bol de commencer pile au moment où l'événement flippant a lieu. On n'a jamais eu de photo de la cassette en question. La personne derrière l'histoire ne s'exprime pas vraiment sur celle-ci, on dirait vraiment juste une creepypasta. Sauf que les gens ont continué à creuser. D'abord, analysons l'enregistrement lui-même. Les deux premiers morceaux de musique qu'on entend, ils ont été retrouvés après un long moment. Le premier qu'on entend, c'est un extrait de Dippin' the Biscuits in the Soup de Billy Cobham sur l'album The Traveler. Un album datant de 1993 de jazz fusion, donc parfaitement le style de musique que pouvait diffuser la station WKCR FM à l'époque. Et en plus de ça, c'est parfaitement la bonne période pour que ce morceau soit contemporain au moment présumé de l'enregistrement. La musique avec les violons qui coupent la transmission, c'est The Golden Sonata par Henry Purcell, un morceau de musique classique du XVIIe siècle. Ok, maintenant qu'est-ce que la voix raconte? J'ai eu du mal à déchiffrer ce qu'elle disait. Heureusement, quelques blogs se sont attelés à la tâche et ont permis de déchiffrer une partie de ce qu'elles disent. Les gens hésitent encore beaucoup sur des détails, c'est très difficile à déchiffrer, mais ce seraient des obituaires, donc des avis de décès, comme j'ai dit précédemment. Et ces avis de décès ne semblent avoir rien à voir les uns avec les autres. On a par exemple Frank Oppenheimer, frère de Robert Oppenheimer, que vous connaissez maintenant grâce au film, mais on a aussi des gens introuvables, par exemple Irene McGillis-Tullio, dont on donne d'ailleurs tous les membres de la famille, qui est décédé le 22 août 1985, selon la voix de l'enregistrement. D'autres sont trouvables sur internet, mais ne sont pas spécialement connus, comme Barry Valentino, mort durant la de Lockerbie, un à la bombe dans un avion. Quasiment systématiquement, la voix qui lit les avis de décès précise à la fin les liens d'amitié qu'elle a avec les personnes qui sont décédées ou des connaissances des personnes qui sont décédées.
C'est quasiment tout le temps dit en disant « my friend » ou en disant de qui ces personnes ou leur entourage seraient amis. Encore maintenant, on ne sait pas à quoi ça sert, cette partie-là de l'enregistrement. On ne sait pas pourquoi il y a ces avis de décès qui sont donnés et on ne sait pas quel est le lien entre chacun. Et ça serait encore beaucoup plus pratique de savoir juste ce qui est dit à l'intérieur de l'enregistrement, parce que personne n'arrive à vraiment déchiffrer l'intégralité des voix. J'ai trouvé en cherchant une seule théorie qui semble trouver un lien entre ces noms. Cette théorie expliquerait que, à l'exception de Frank Oppenheimer, la plupart des gens listés sont morts dans des crashs d'avions, ou alors dans des explosions. Le fait de citer Frank Oppenheimer en premier serait une allusion au fait que son frère est le père de la bombe atomique. La théorie dirait que le hack a été fait par une personne conspirationniste qui lit les avis de décès de nombreuses personnes mortes dans des attaques à la bombe qui sont spéculées d'avoir été réalisées par le gouvernement américain lui-même. Le truc de cette théorie, c'est qu'elle part du principe que les gens listés sont morts dans des crashs d'avion, mais le truc c'est qu'il n'y en a vraiment qu'une seule des personnes qui a été confirmée comme étant morte durant un crash d'avion, visiblement de ce que j'ai pu trouver. Elle part juste du principe, c'est de la spéculation. La théorie a visiblement plein de trous et pas mal de gens ont trouvé des défauts dans celle-ci, mais c'est une des seules qui semble arriver à tisser un lien entre la plupart des noms. À ce moment-là, les gens vont se ranger en deux camps. Il va y avoir ceux qui pensent que c'est un fake et ceux qui pensent que cet enregistrement est bien réel. Et ce deuxième camp va être responsable de beaucoup de déformations de l'info au cours du temps. Par exemple, rien dans l'enregistrement semble indiquer que ce qu'on écoute, c'est un piratage radio. C'est une rumeur qui est extrêmement présente sur Internet, mais mis à part le signal qui semble couper, la musique qui coupe vers une autre musique, rien n'indique que c'est un piratage. Et il y a même des trucs qui vont dans le sens inverse. Par exemple, la voix qui arrive à la fin. You're tuned to WKCR-FM New York, 89.9 on your dial. Colombian music is running a little late. It will be starting in a few minutes. C'est particulier, normalement quand tu arrives à avoir le signal à nouveau, tu essayes d'expliquer qu'il s'est passé quelque chose d'étrange plutôt que de faire comme si de rien n'était. Mais après on parle ici de WKCR-FM. WKCR-FM, comme je l'ai dit en début de vidéo, quand on a parlé du Crying Radio Man, c'est une station radio qui a de l'histoire, mais c'est aussi une radio universitaire. Les radios universitaires aux US ont beaucoup plus de poids que dans les pays francophones. Elles ont vraiment beaucoup de gens qui les écoutent et ça peut parfois devenir des mastodontes de la diffusion hertzienne. Par contre, c'est des programmes expérimentaux souvent. Et ça a souvent un regard frais et se foutant un peu des règles. Donc du coup, si c'était fait pirater, ils auraient aussi pu jouer le jeu. Mais soyons réalistes, si c'est une radio expérimentale, ça peut aussi être juste une diffusion de la radio qui fait un peu une sorte de blague aux auditeurs. Quand j'ai lu tout ça, je me suis demandé si je pouvais contacter le gars qui avait créé la vidéo sur YouTube et qui avait fait le post sur 4chan. Ce mec se surnomme sur internet Ravenmouth. J'ai cherché sur internet et je suis tombé sur très peu de trucs. Un des seuls trucs sur lesquels je suis tombé, c'est sur un compte Reddit du même nom qui a posté une histoire creepypasta sur le sujet de la cassette sur le subreddit NoSleep. Un subreddit dédié à poster des histoires d'horreur fictives au format creepypasta. L'histoire qu'il poste a un twist à la fin bien ridicule, où la voix de la femme se met à dire le nom de l'auteur, indiquant donc sa mort certaine. J'avais l'impression qu'il avait un peu créé une sorte de mythe autour d'un enregistrement qu'il avait créé de toutes pièces, et qu'après il est parti, voulant créer une creepypasta à une époque où celle-ci se propageait énormément. Sauf qu'il s'est passé quelque chose. En effet, j'ai essayé de trouver un moyen de le contacter. Je ne vais pas dire comment j'ai fait, parce que je pense que le mec veut peut-être être tranquille, mais j'ai trouvé comment le contacter. Et j'ai aussi trouvé que j'étais pas le premier à l'avoir contacté. Il y avait aussi le youtubeur Scare Theater. Scare Theater, c'est une des plus grosses inspirations de ma chaîne, avec plein d'autres chaînes YouTube américaines. Et j'aime pas trop, depuis genre 4-5 ans, regarder des vidéos de youtubeurs américains qui traitent des mêmes sujets que je m'apprête à traiter en vidéo. Mais cette vidéo-là, elle est pratique pour parler de ce cas. Parce que Scare Theater a réussi à trouver deux informations qui ont complètement retourné la perception que j'avais de cette histoire et qui sont trouvables nulle part d'autre sur internet. Il a contacté d'abord Ravenmouth en lui demandant si l'enregistrement de la cassette était réel et s'il avait faké pour faire une histoire creepypasta sur Reddit. Il va répondre qu'il voulait en effet à la base créer une sorte de lore, une sorte d'ARG autour de cette cassette car il était fan d'horreur et trouvait ça intéressant. Puis il a fini par ne pas le faire, se contentant d'une petite histoire sur le subreddit NoSleep. Par contre, il va ensuite expliquer qu'il a bel et bien enregistré ça à la période dont il avait parlé et que, en soi, son histoire sur 4chan qu'il a postée est entièrement vraie. Il explique même qu'il est toujours terrifié par l'enregistrement présent sur cette cassette et qu'il la possède toujours et qu'elle est juste stockée quelque part dans ses affaires. À la base, il a posté cet enregistrement sur internet juste pour savoir de quoi celui-ci pouvait s'agir. Comme tout le monde, encore aujourd'hui, il est troublé par ce qu'il a pu entendre. Et il ne sait pas mieux que nous ce qui s'est passé. Il met également en valeur un autre détail qu'il avait déjà dit avant dans son premier post, c'est que cet enregistrement n'est probablement pas complet et qu'il est probablement arrivé au milieu d'une transmission. Donc s'il dit vrai que les événements qu'il a enregistrés se sont bel et bien passés à la radio, il existe quelque part peut-être une autre partie de cette transmission étrange. Maintenant, l'autre info que Scare Theater a et que personne d'autre n'a, c'est qu'il a aussi essayé de contacter WKCR-FM, la station radio qui aurait été piratée.
Et à l'opposé de ce que moi j'ai réussi à avoir, lui il a réussi à avoir une réponse. Dans celle-ci, il confirme bel et bien que ce qu'on entend dans l'enregistrement a été transmis sur leur station. Il ne pense pas qu'il s'agit d'un piratage, mais il pense par contre que c'est un présentateur radio qui a voulu faire une blague très tard la nuit. Oui, vous avez bien entendu, c'est vrai. Cet enregistrement est vrai. Donc c'est probablement pas un piratage, mais c'est vrai, ça a vraiment été transmis. Et en vrai, ça paraît être la théorie la plus probable. Beaucoup de gens, en réaction à l'enregistrement de cette cassette, ont dit sur Reddit que eux-mêmes, quand ils animaient des stations universitaires, ils pouvaient s'amuser à faire des blagues du même style, pour essayer de faire peur aux gens à des horaires très tard la nuit. Sauf que moi, du coup, j'aimerais savoir qui a fait ça. Si Ravenmouth a des informations en plus qu'il n'a pas dit sur internet, j'aimerais avoir des images de cette cassette. Et c'est largement possible que cet enregistrement ait pu être transmis. Mais qui est responsable de cette étrange coupure? Et quelle était la motivation? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et vous allez probablement être frustré, mais c'est sur ça que je vais vous laisser. Oh non. Actuellement, je suis en conversation depuis quelques temps avec Ravenmouth par mail. Je lui ai posé une grosse série de questions, mais celui-ci n'a pas eu le temps de répondre. Il est en plein déménagement, il a une famille, il est plutôt âgé, comme on a pu voir avec ses posts, et je lui laisse donc tout son temps pour répondre à mes questions. Je vous tiendrai au courant de si j'ai la moindre réponse, peut-être dans une vidéo suivante ou alors sur mes réseaux sociaux, et j'espère pouvoir avoir plus d'informations sur d'autres enregistrements qu'il aurait pu réaliser, sur qui il est. Il est incroyable. Pour l'instant, la seule information nouvelle que j'ai, c'est qu'il s'appelle Mark. La révélation que cet enregistrement n'était pas un hoax m'a pas mal retourné le cerveau. Ça a pas mal remis en question cette histoire que je connais depuis des années. Et le pire, c'est qu'en faisant des recherches, au fur et à mesure du temps, j'ai pu trouver d'autres personnes qui disaient que WKCR FM leur avait confirmé que cet enregistrement venait bel et bien de leur station radio. Et moi, j'adore ça, et je sais que vous aimez ça un peu moins. Mais c'est sur ça que je vais vous laisser. Un mystère irrésolu, dont j'espère, dans le futur, pouvoir élucider certaines zones d'ombre. La vidéo était incroyable, même pas comparable à la première. C'est juste mise en bouche. La m'a première. énormément fasciné. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai beaucoup connecté avec les histoires que j'ai pu vous raconter et j'ai vraiment fait une grosse immersion comme j'en avais rarement fait à l'intérieur de ces sujets. J'ai acheté une radio, mais je me suis rendu compte de plusieurs choses intéressantes. D'abord, pourquoi c'est aussi efficace sur moi et pourquoi c'est aussi efficace sur beaucoup de gens. L'espèce humaine, sensoriellement, est beaucoup plus centrée sur la vision que tous les autres stimuli. C'est l'information sensorielle que notre cerveau arrive le mieux à retranscrire. Et du coup, ça peut paraître contre-intuitif que l'horreur sonore soit aussi efficace, voire même plus efficace que l'horreur visuelle. Mais en vrai, quand on réfléchit un tout petit peu, ça fait oui, sens. parce que tu peux L'horreur faire sonore tes nous prive propres... de la vision, mais ne nous prive pas de l'espace et du temps présent. Ce qui fait que notre cerveau, plutôt que de voir la menace, va essayer de se l'imaginer. C'est Et ça, à la radio, c'est ça le tous les pire sons en fait, étranges c'est que que l'on tu peut t'imagines entendre et qu'on avait comme pu toi, traiter dans les stations t'as de l'impression monde qu'il dans te le fait précédent plus peur, épisode. tu vois. Notre cerveau sait pas vraiment quelle image associer à ça. Et c'est peut-être pour ça que ça nous déstabilise autant. Et si tu rajoutes le poids qu'a la radio aujourd'hui, c'est-à-dire ce poids officiel, ce poids du média de l'information officielle, toute déviation vers quelque chose de différent et de plus étrange va paraître toujours beaucoup plus menaçant. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de choses. C'est un truc qui m'a beaucoup frustré en faisant les recherches pour cette vidéo. De base, je voulais juste parler des sujets les plus connus. Et finalement, j'ai parlé un peu de tout ce qu'il y a. Il reste quelques mystères de la radio dont j'ai pas parlé, parce que je trouvais qu'ils rentraient pas dans le rythme de la vidéo. Mais j'ai vraiment donné ce que j'ai trouvé, quoi, pour la plupart. Et je ne pense pas qu'il y a si peu d'histoires horrifiques sur la radio. Je pense juste que la plupart n'est pas archivée, parce que la radio est moins écoutée aujourd'hui que d'autres médias. J'aimerais bien voir, moi, des stations radio qui expérimentent et qui font des trucs chelous, qui font des hoax flippants et qui essayent de démarrer des histoires d'horreur, parce que ça peut être une bonne manière de revitaliser la radio qui est de moins en moins écoutée au cours du temps. Et je trouve ça triste que ce soit également dû à des réglementations qui empêchent forcément ces types d'expérimentations. Ma conclusion, elle est un peu dommage, mais j'ai eu l'impression du coup en faisant cette vidéo que tout autour de la radio faisait son maximum pour l'empêcher de prendre des risques. Parce que l'un des trucs qui a le plus fonctionné sur moi, je pense que le live on remplace ici, ça, c'est possiblement live un truc qui est juste une blague qui a été fait à la radio. Cette légende autour du piratage de la radio de WKCR FM est tellement bien présentée qu'aujourd'hui elle a revitalisé un peu cette station radio. Elle existe dans la tête des gens. Des gens entendent cette station et voient ce que c'est, notamment grâce à ça. Je suis persuadé qu'il y a des choses incroyables qu'on peut faire avec ce médium. Et peut-être des choses qui se sont passées et dont on n'a pas entendu parler. J'espère que ces deux vidéos que j'ai réalisées, ces deux findings, vous feront vous rendre compte d'à quel point les télécommunications en général, c'est un domaine fou. C'est incroyable qu'on arrive à transmettre des informations juste à travers des ondes dans l'air. C'est un truc de fou. Et ce qu'on arrive à en faire aujourd'hui pourrait être encore plus incroyable. Ça me permet aussi de vous annoncer, la télévision aussi c'est intéressant.
on aura des choses à dire. Ce sera pas pour tout de suite. Bah, il y Ça sera dans aura un Phoenix plus tard. beaucoup plus de trucs, frère. Parce que c'est Voilà, beaucoup c'est la d'émissions fin de ce directes. Phoenix, j'avais oublié de filmer une outro, donc du coup je la fais ici. Merci beaucoup d'avoir regardé ces 2 vidéos, elles ont demandé une quantité de taf que je n'avais encore rarement vu. Le Finding 100 c'était une grosse quantité de taf par exemple, mais c'était beaucoup étalé dans le temps. J'ai mis plusieurs années à faire le Finding 100. Là, c'était étalé sur 2 mois et 2 mois et demi quoi. J'ai vraiment hâte de vous voir à la tournée. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de vous voir. Donc vraiment, allez prendre des places, etc. Toutes les dates, les liens de la billetterie dans la description. Particulièrement au Bikini à Toulouse, les gars, il y a 1500 places, un truc de fou furieux là. Trabendo, pareil à Paris. J'ai hâte de vous voir là. C'est très bientôt là. C'est dans moins d'un mois là. Et allez aussi écouter mon album hein, si vous savez pas, je fais de la musique sous différents pseudonymes, mais sous le pseudonyme Feldup. Vous pouvez aller sur Spotify pour écouter ma musique. Hein, ça, j'espère que ça vous plaira. Là, j'enregistre ça. Normalement, l'épisode sort le lendemain ou le même jour. Hein, il est 3h du mat. Et j'ai vu les réactions au premier épisode et j'ai été extrêmement touché de voir à quel point vous avez adoré cet épisode. Merci beaucoup, voilà, merci beaucoup et ça fait plaisir pour la suite et ça donne envie de donner autant de mal pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine. Beaucoup de recherche, beaucoup de montage, c'est beaucoup de choses, tu vois, il est très fort. Il surpasse tout le monde dans son domaine, il y a personne qui est l'égal, ça c'est sûr. Feldup c'est magnifique. Vidéo c'est celle que j'attendais, t'as tout le temps. Attends. T'as les chapitres, tu vois. Étrangeté à la radio, ambulance fantôme, tous les trucs sont stylés, genre Crying Gradual Man, Los Cosmonauts, ça c'était plutôt pas mal. Imprévu incident, ça j'ai bien aimé ça, Los Cosmonauts, ça était plutôt cool. Tac tac tac, l'appel de Claire, ouais, c'est franchement tous les sujets, ils étaient vraiment prégnants, tu vois. Moi je l'attendais cette vidéo vraiment, parce que la première en fait, elle parle de radio, mais c'est très pointu, c'est très dur à comprendre. Mais celle-là, c'est vraiment celle que j'attendais sur la radio. Et ça me donne envie d'en acheter une. Toutes ces vidéos sont bien, frère. Par contre, pourquoi ça va supprimer l'historique? Bon, YouTube, PLS. Je sais pas pourquoi ça supprime les historiques à un moment donné, je sais pas du tout. Parce que tout ça, je les ai vus, tu vois. Celle-là, c'est une de mes préférées. Elle est tellement triste, la vidéo.